moi, qui est communiste. Voilà. Donc, l'objectif de la conférence est de faire un état des lieux sur les liens entre la gauche et les luttes, et les luttes LGBT, et voir ce qui pourrait être fait dans le futur par la gauche dans les luttes LGBT, en lien avec les associations, etc. Hop. Donc, du coup, on a plusieurs intervenants. On a Stéphane Palanca du Girophare, donc je vais vous présenter un peu après. Olivier Scott, élu de Bordeaux. Alexandre Pignot, la Fondation Jean Jaurès, expert de la Fondation Jean Jaurès, militant à droite et socialiste. Et du coup, on a Antoine Neumann de Louise de Lyon. Et après, on a Stas Marx qui est là pour, du coup, ils font la captation, ils ont regardé ça, etc. Et qui donnera son avis au fur et à mesure de la discussion. Voilà. Le déroulé, on va essayer de faire une heure un peu de discussion, débat, et après 30 minutes d'échange avec le public, etc. Voilà. On va essayer de se fixer une limite pour du coup, il y aura quelques questions qui vont défiler, voilà, à 5 minutes maximum par intervenant, pour essayer de garder un peu le rythme, voilà. Donc, du coup, je vais laisser chacun d'entre vous se présenter, quand vous êtes là, voilà. Donc, je suis Antoine Neumann, je suis militant chez les Jeunes communistes et moi, je suis actif dans une grande organisation qu'on appelle l'Union des étudiants communistes parce que je suis encore étudiant à l'université et les questions LGBT à l'Union des étudiants communistes, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que l'université, c'est un grand lieu d'expression et quand on sort en particulier du secondaire, c'est un lieu de découverte souvent de grande liberté. Grande liberté de ton, découverte de soi, découverte des autres. Je pense que ces questions-là, ces questions de genre, d'identité, ça doit forcément nous interpeller et on doit forcément avoir un avis dessus si on se comme pour moi dans le cadre de l'université, mais même dans tout le cadre. Ok, donc moi je m'appelle Stéphanie Palanca, je suis coprésidente du Girophare. Je me définis dans l'espace public comme militante écoféministe lesbienne. Je travaille dans une organisation internationale francophone, LGBT. C'est la seule qui existe, donc c'est pour ça que je la mentionne. Voilà. Ravie de revenir ici, parce que comme je le disais pour rigoler, la dernière fois que j'étais venue dans cette salle, c'est au XXe siècle. Donc, merci de me faire revivre mon jeunesse. Bonsoir, je suis Olivier Scott, je suis militant communiste depuis une douzaine d'années. Ma formation militante a d'abord commencé par l'engagement syndical dans le monde politique. Et je suis depuis 2020 adjoint au maire de Bordeaux, en charge de plusieurs sujets, notamment celui de la lutte contre les discriminations, les sujets du handicap et de l'accessibilité. Et au plus politique, je suis président du groupe communiste à la ville de Bordeaux et à Bordeaux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anderson Piquet, j'ai 28 ans. Je suis adhérent à l'administrateur du Girophare depuis une petite année. Je suis aussi militant au Parti Socialiste depuis un peu plus longtemps, depuis 2015. Il m'arrive aussi d'écrire pour la Fondation Jean Jaurès, donc expert pour la Fondation Jean Jaurès, surtout sur la situation politique brésilienne. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un regard sur ces questions qui nous concernent personnellement également. Donc, merci pour l'invitation. Du coup, je pense qu'on commence avec une première question pour commencer. Donc, voilà, donc c'est amener la discussion. Du coup, la gauche est-elle suffisamment présente dans les luttes LGBT actuellement? C'est un point actuellement. Qui veut commencer? Non, je ne vais pas commencer. Je vais vous laisser vous exprimer d'abord tous et toutes là-dessus, et puis non. Allez-y, avec grand plaisir. Je vais. Non, quoi? C'est une excellente question pour commencer ce tour de table. Et je pense que avant d'interroger le fait de savoir si la gauche est au rendez-vous des questions posées par les combats LGBT du moment, il faut, puisque la question concerne le terme paiement, définir de quoi on parle aujourd'hui, actuellement.
quel est le contexte dans lequel on se pose cette question. Et je pense qu'on a bien vu qu'en France, mais comme à l'échelle, comme aux quatre coins du monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou ailleurs, qu'on est en train de faire face aujourd'hui à une offensive de l'extrême droite et d'un certain nombre de mouvances réactionnaires qui ont décidé de faire du combat contre les droits LGBT leur cheval de bataille et un outil stratégique. Un outil stratégique parce que ces questions-là, celles des droits LGBT, au même titre que la question des droits des femmes ou encore des droits des personnes racisées, c'est un outil formidable pour les mouvances réactionnaires pour créer de la panique morale. Essayer de faire peur à la population pour derrière, essayer de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs de contrôle de la population par le corps de la population. Donc, c'est le contexte qu'on vit en ce moment. On l'a vu il y a quelques semaines, il y a eu une décision de la Cour suprême du Royaume-Uni qui est venue exclure les femmes trans de la définition de ce qu'était une femme. Donald Trump, dans son discours d'investiture, a dit qu'il n'y aurait plus que deux sexes reconnus par les institutions américaines, à savoir le sexe masculin et le sexe féminin, en disant qu'il fallait mettre un terme au délire transgenre. Par le lien avec le Brésil, d'autant plus qu'on a eu une actualité commune il y a quelques semaines. Il y a un arrêté municipal qui est en discussion à Rio de Janeiro pour interdire les jeunes de moins de 18 ans de participer au Pride du Brésil, considérant que c'est voilà, c'est dangereux pour les personnes mineures. Et même si en France, même si on n'a pas encore ce niveau de recul-là législatif pour un débat public qui est aussi vérolé que dans ces pays-là, on est quand même capable de distinguer deux choses. La première, c'est que les mouvances réactionnaires sont de plus en plus importantes. Et donc, elles génèrent un sentiment d'impunité des personnes qui adhèrent à ces idées, qui va eux-mêmes générer un certain nombre de doses d'actes LGBTphobes dans la société. Je crois qu'en 2024, on ressent plus de 5% par rapport à l'année précédente d'actes LGBTphobes dans notre société. Et surtout, ça n'empêche pas un certain nombre de décisions un peu plus localisées d'exister. Il y a eu la Pride de France il y a quelques semaines, et on a vu qu'il y a eu une polémique autour de l'affiche de la Pride de France, et que la région a décidé de couper cette subvention de 25 000 € à la Pride. Et donc ça, c'est celle de cette année. Et ils ont aussi coupé la deuxième il y a 3 ans, qui n'avaient pas accès. Et donc, on a ce genre de décisions qui vont avoir un impact sur le combat et le combat qui sont apportés par les forces de l'Union. Donc ça, c'est le contexte dans lequel et du coup, au regard de ce contexte-là, vous entendez dire qu'aujourd'hui, la gauche n'est pas au rendez-vous des combats et des questions qui nous sont posées. D'une part, parce que les réponses peuvent être formulées par la gauche et ne sont pas à la hauteur de l'ampleur de ce qui est en train de se passer à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Mais plus largement, au-delà de ces réponses un peu localisées qu'on pourrait avoir sur des sujets spécifiques, ce que je constate, moi, à titre personnel, mais aussi politique, c'est qu'il n'y a pas de projet de société aujourd'hui formulé par un parti de gauche qui intègre suffisamment la question des droits LGBT en son sein. Pour encore beaucoup de militants de parti de gauche et d'élus de gauche, la question des droits LGBT, elle est secondaire, elle est accessoire, parce qu'identitaire, et à ce titre, ce n'est pas un sujet qu'il faut prioritairement mettre sur la table, parce que le sujet prioritaire, ce serait la lutte contre le capitalisme ou la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense à militants que c'est une erreur stratégique, c'est de la question du combat pour les droits LGBT comme secondaire. Au contraire, il n'y a pas meilleure manière de déconstruire ce qu'est le capitalisme que de se poser la question des droits des personnes LGBT, donc c'est la question des droits des femmes ou la question des droits des acteurs raciaux. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à repolitiser cette question-là au sein des partis de gauche, mais aussi au sein des associations LGBT. On est capable de repolitiser cette question-là, et d'autant plus que il y a eu le mariage pour tous qui a été mis en œuvre il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, c'est un peu comme si, depuis le mariage pour tous, c'est comme si on avait gagné la victoire, on gagnait la bataille. Et puis, il n'y avait pas eu, en fait, il n'y a pas d'autres combats à aller chercher, alors qu'il y en a plusieurs, mais la réalité, c'est qu'on est un peu dans une phase d'accalmie militante du point de vue des combats LGBT. Et tant il y a ça ne nous a pas empêché d'avoir des gouvernements pour nommer des personnalités qui avaient pris part aux manifs pour tous à l'époque du mariage pour tous, d'avoir eu des nominations pour des ministres comme Michel Barnier qui avaient voté contre la dépénalisation de l'homosexualité dans les années 80. Il y a des besoins exprimés par les associations
n'ont pas de réponse. Donc, il faut absolument qu'on puisse repolitiser cette question-là. Et donc, je trouve, pour faire donner ma réponse, que la gauche puisse être capable de nommer les attaques en état de train auxquelles on est en train de faire face aujourd'hui. Donc, et qu'elle soit capable de les nommer telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles soient. On est en train de subir une offensive réactionnaire qui est orchestrée par l'extrême droite. Il faut la nommer telle qu'elle. Il faut il faut que la gauche puisse soutenir plus amplement et plus massivement les associations sur le territoire. Évidemment, dans certains territoires comme Bordeaux, les choses se passent plutôt bien, mais c'est loin d'être le cas partout. Et donc, il faut que le parti de gauche puisse soutenir plus amplement le mouvement LGBT, mais capable de reconstruire ce projet de société-là, où la question des droits LGBT soit pleinement intégrée et au cœur de l'esprit. Je vais essayer de compléter, comme inscrire la lignée de ce que tu viens de te dire, comme premier point par rapport à l'extrême droite. Tu as cité quelques exemples de pays, il y en a beaucoup d'autres. On peut penser à l'offensive transphobe de Trump aux États-Unis, à l'offensive de Giorgia Meloni contre les romans lesbiennes en Italie, la Hongrie, ne parlons même pas de la Russie ces dernières années. Donc on voit tout ce contexte de régime de politique autoritaire, extrême droite, qui s'attaque aux droits des personnes LGBT plus. Et en France, on n'est pas exempt de ce phénomène. Je me rappelle que, je ne sais pas où en est le cheminement législatif proposition de loi, mais avant les élections européennes et la séquence législative suite à la discussion l'année, il y avait eu au Sénat une proposition de loi François menée par les groupes de droite et de centre-droit. Je crois qu'il y a des groupes de l'Assemblée nationale au Sénat, c'est la droite classique, républicaine, qui avait mené cette proposition de loi François, qui avait amené aussi, je trouve, une réponse collective. Il y a eu 400 ou 500 personnes présentes devant Stade Berland un dimanche après-midi pour manifester contre cette proposition de loi. La première fois qu'on voyait, par rapport à un enjeu lié aux personnes trans, autant de mobilisation spontanée. Ce discours, on le retrouve aussi, ces idées de l'extrême droite, l'offensive de l'extrême droite mène une bataille culturelle. On le retrouve aussi dans le discours ambiant, dans le discours des médias. Effectivement, au moment de la journée internationale du 17 mai, il y a beaucoup de rapports qui sont publiés à ce moment-là. Il y a eu le rapport du ministère de l'Intérieur qui fait l'état effectivement de faits en hausse, je crois que c'est 5% pour les infractions et même 7% pour les crimes et délits. Et en même temps, il y avait le rapport de SOS homophobie. Et qu'a souligné ce rapport cette année, c'est justement cette parole de haine qui se développe de plus en plus. Il y a des groupes médiatiques, on pense notamment à celui de Bolloré, qui s'emparait de cette bataille culturelle et l'amène avec l'extrême droite. Ces paroles de haine, ces paroles aussi qu'on retrouve dans le discours politique et qui vont sans doute légitimer le passage à l'acte de certains individus. Ici à Bordeaux, on n'a pas été aussi exemple de ces passages à l'acte. Depuis hier et aujourd'hui s'est tenu le procès de membres d'un collectif d'extrême droite qui avait fait une virée raciste et commis des agressions dans le quartier Saint-Michel en 2022. Quelques jours auparavant, quasiment ces mêmes individus, peut-être bien expliqué dans les deux faits, étaient venus agresser la marche de la fierté. On voit bien que l'extrême droite, elle s'organise et elle porte de plus en plus des idées. Et si je reste sur l'exemple de ce discours, les 3 avocats qui ont été mobilisés par les prévenus pour ces appels, ce sont en 3 pontes de l'extrême droite. Voilà, c'est notamment Pierre-Marie Bonneau qui menait pour les élections européennes l'an dernier une liste porte Europe. Si vous avez eu l'occasion de voir leur titre de campagne, vous allez vous comprendre qu'il ne raconte pas 2 minutes, jusqu'à 30 secondes de plus, il faisait le salut nazi. Que des paroles de haine qui étaient menées. Donc, on a cette bataille face à l'extrême droite. Au moment du 17 mai, le Parti communiste, dans son appel à rejoindre tous les mouvements, à soutenir les personnes LGBTQI+, indiquait qu'on faisait face à une internationale de l'extrême droite. On est
on est dans ce contexte-là. Est-ce que la gauche est au rendez-vous en face? La gauche, comme tu le disais, peut se réfugier parfois derrière des totems historiques, le mariage pour tous. C'est aussi plus ancien, l'arrivée de François Mitterrand en 1981, la ministre de la Santé, Jacques Falit, communiste, qui annonce, qui déclare que la France ne considérera plus l'homophobie comme une maladie mentale, et classée comme ça à l'époque par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS l'a retiré de la liste des maladies mentales 9 ans plus tard, je crois, en 90. 91, je crois, une dizaine d'années plus tard. Il y a effectivement le mariage pour tous. Il y a encore un travail aussi qui est mené par les parlementaires de gauche en lien avec les associations. Je pense notamment à cette proposition de loi qui a été portée au Sénat récemment, par Yann Brossard, mais aussi par les sénateurs et sénatrices socialistes. Je crois que c'est un sénateur de Paris et aussi pour les écologistes, voilà, qui appellent à renforcer les droits, et notamment permettre aux associations en cas d'agression de personnes LGBTQ+, pour se porter partie civile sans avoir un mandat express de la victime. C'est aussi une proposition de loi, même si c'est été interdite en France par la thérapie de conversion, qui vient renforcer le dispositif, notamment en termes de responsabilité pénale. Donc ça, si ces propositions de loi-là, c'est parce que certains militants et certains de gauche échangent avec les associations, parce que cette proposition de loi, c'est suite à une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, on ne peut pas, qui était portée par l'association Stop Homophobie. Donc on voit bien que la gauche se sert aussi de relais aux revendications à l'avancée des droits. Et est-ce qu'il y a pour autant une vision systémique du sujet? Ça, c'est vraiment plus compliqué. Moi, par exemple, dans mon parti, la construction, passe principalement autour de la lutte des classes. Le sujet d'évoquer l'enjeu d'égalité femmes-hommes, de lutte contre le racisme, de lutte contre la LGBT-phobie, parfois il peut se heurter à la vision que peuvent avoir certains camarades de l'arrivée dans une société socialiste qui viendra balayer tous ces éléments-là. C'est de moins en moins le cas, et c'est de moins en moins le cas depuis quand même une bonne quarantaine d'années. Dans les années 60-70, il y a des prises de position publique aujourd'hui, qui étaient déjà heurtantes à l'époque, qui ne passeraient pas aujourd'hui. Dans les années 80, début des années 90, le parti s'emparait davantage de ces sujets et accompagné, poussé, aujourd'hui, milite pour l'avancée des droits. Il y a vraiment un enjeu de poser l'articulation des différents rapports de domination. Voilà. Rapport de classe, de domination sociale, mais aussi tous ces rapports liés au racisme, liés aux LGBT-phobie, liés aux enjeux de genre, qui s'articulent et s'autonomisent. Ils s'autonomisent dans un système capitaliste. Et il y a quelques semaines de ça, la ville de Bordeaux avait organisé une masterclass contre le racisme en lien avec l'UNESCO, au lycée Gustave avait fait, et une des intervenantes avait pris une image, je trouve pas mal, c'est de la course. Donc, tout sur la ligne de départ. Et selon votre origine sociale, vous allez avoir des rapports de domination sociale, des rapports de classe. Mais selon votre origine, réelle ou supposée, vous allez peut-être avoir une deuxième clé par rapport à ça. Si vous êtes une femme, vous allez avoir une selon votre orientation sexuelle, selon le lieu où vous habitez. Voilà, et tout ça, c'est une course d'obstacles. Et donc, l'enjeu, c'est comment on arrive à répondre collectivement à un projet de gauche en articulant l'ensemble de ces rapports de domination. Le système capitaliste les nourrit, l'extrême droite souffle sur cette base-là. Donc, c'est quelle réponse collective on a? Non. C'est résiliant. Je prends la casquette un peu associative. Le combat principal on porte, c'est aussi de l'égalité. Et comment est-ce qu'on considère les différences entre les êtres humains pour leur permettre d'arriver à un stade d'égalité à un moment?
pense que c'est un peu dans ce domaine-là aussi qu'on se situe. Et dans les organisations de jeunesse, il y a un besoin et une demande de radicalité et de réponse forte à ces questions qui sont tiraillantes à un moment où on se découvre soi-même. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaye, une contradiction qu'on essaye de dépasser en comprenant comment on peut articuler l'intégralité de ces combats. Une pensée systémique, c'est ce qu'on essaye de construire collectivement. C'est pas toujours possible parce que il faut arriver d'abord à produire une pensée sur un sujet pour pouvoir après l'articuler à toutes ces autres pensées-là. Donc, ce qui est notre paradigme premier chez les jeunes communistes, avant tout, c'est le paradigme de classe. Et je pense que c'est extrêmement important et c'est cette lutte-là qui anime une grande partie de nos actions. Mais elle n'est pas contradictoire avec la question de la défense de l'action de cette classe-là. Et la classe peut être un moyen d'unifier et de conscientiser les autres factions de classe au combat d'une partie de cette classe elle-même. Donc là, on a, je pense, un vivier extrêmement fertile à rassembler pour pouvoir visibiliser le combat et le faire passer à travers une classe entière, pouvoir rassembler au milieu de tout ça, c'est ce qu'on souhaite et c'est l'objectif qu'on porte en essayant de rassembler des gens d'horizons les plus divers possibles. Parce que c'est une œuvre, je pense, de formation et d'auto-formation collective qu'on a, à comprendre justement les différences des autres et comprendre aussi quels sont nos intérêts communs. Et notre intérêt commun est évidemment dans celui de faire progresser les droits de son pays. Enfin, il me semble que c'est assez important, mais enfin, je n'aimerais pas m'étendre trop sur la question de la complémentarité, parce que je sais qu'on y viendra après. Voilà. Ok. Alors, la question, c'était est-ce que la gauche, actuellement, c'est ça, hein? Donc, la Ouais. première question. C'est- Présence de la gauche. la gauche était suffisamment présente dans les luttes LGBT actuellement. Bon, je ne vais pas tomber dans le piège, je vais vous dire non directement. Voilà. Moi, en fait, la question que je me suis posée, c'est de qui on parle quand on parle de la gauche aussi. Et j'étais presque tentée d'aller faire des recherches, puis j'ai peu le temps, donc je vais vous raconter. En fait, je me suis posé la question de pourquoi la gauche n'est pas au rendez-vous actuellement, en fait. Parce que moi, c'est une évidence, historiquement, politiquement, que les partis de gauche, avec les différentes mouvances, doivent être nos alliés principaux. Ça, c'est sûr. Par contre, la vraie question, c'est pourquoi ils ne sont pas au rendez-vous actuellement. Enfin, je ne vais pas vous alerter, vous êtes juste autant au courant que moi, c'est plus une montée d'extrême droite, c'est une hyper-présence. C'est-à-dire qu'ils sont à l'Assemblée nationale en France. Rien que de dire ça, c'est terrifiant. Donc, là, c'est même plus. Presque on ne devrait pas être en train de se poser la question, on devrait être en train d'agir. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah, peut-être que c'est lié, tu parlais de la systémie, en fait. C'est aussi des visions des différents courants politiques. Je ne suis pas une experte en politique, mais les différents courants politiques qui peut-être sont restés un petit peu trop campés sur l'ADN de leur propre parti. Donc, la lutte des classes, comme vous l'avez amené tous les deux, par exemple, qui, de ce fait, sont peut-être restés focalisés sur un point de vue et qui n'ont pas suffisamment élargi leur champ de vision, j'ai envie de dire, pour réellement faire cette société meilleure dont le Parti communiste rêve. Le Parti socialiste, le plus grand tort à l'encontre des personnes LGBT, c'est cette vision universaliste. Donc ça, on n'en sort pas en France, de se dire bah, tout le monde est pareil, et de ce fait, façon, c'est comme si c'était le bouclier de défense, en fait, comme tout le monde est pareil, on ne peut pas nous taxer de ne pas être au rendez-vous. Ah si, en fait, les potes, vous n'êtes pas au rendez-vous. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les enjeux de mariage, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que les enjeux juridiques, machin. C'est en fait, quelqu'un m'a inspiré l'autre jour une réflexion, il s'appelle Olivier Esco, quand il a répondu à une activiste militante du Cameroun qui m'a demandé comment je peux faire pour mobiliser localement les élus. Là, j'ai vu 2-3 vidéos sur il est là quand même. Et en fait, la réponse d'Olivier, que je trouvais géniale, et c'est pour ça que ça marche avec Olivier, je pense, c'est quelle est ta vision de la société?
Au-delà de ton parti politique, c'est quelle est ta vision de société et comment tu le déroules dans la société. Parce que le risque, moi, je me définis plutôt comme écoféministe, donc je suis plus proche des courants écologistes, parce que le vivant, etc., etc. Mais si je reste campée là-dessus, bah, je vais passer à côté de plein de choses, de la lutte des classes, voilà, des rapports de domination économique, etc. Donc, vraiment, je pense que ça vient de là aussi. Donc, je pense qu'il y a une auto-analyse à faire au sein des propres partis politiques de gauche. Mais enfin, j'allais dire dépêchez-vous, dépêchons-nous de le faire parce qu'en face, ils ont sorti l'artillerie lourde déjà. Vraiment. Je vais vous parler d'une petite anecdote, en fait, qui, je pense, a choqué une seule personne dans la salle. Est-ce que la gauche est au rendez-vous? Là, par exemple, vous nous avez invités pour parler du sujet, ça part d'un super sentiment, il y a un espace ouvert, Bon, il y a une chose quand même, regardez votre affiche. Vous regardez vos site web. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette affiche? Voilà. Non, mais est-ce que Les gens en font. que des hommes en photo, nommés, que des hommes blancs? Et donc, pourtant, ça partait d'un bon sentiment et peu importe, mais ça, c'est typique de la gauche, en fait. C'est insupportable de voir ça de la gauche, en fait. Mais vraiment, vraiment. Et c'est pas fait exprès, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des mécanismes, on a tous, et moi la première. Pour vous dire, même moi, je n'avais pas remarqué. Et pourtant, c'est moi qui ne suis pas en photo, je ne suis pas nommée et je ne suis pas en photo dessus. Mais même moi, je n'avais pas remarqué. Donc, je pense que l'introspection, elle se fait aussi en interne et individuellement et collectivement. Et un des moyens de répondre à comment la gauche, je vais le dénoncer, hein, c'est Anderson qui m'a interpellé là-dessus. Parce que c'est rigolo aussi, ça vient de. Mais une des premières choses à répondre, c'est il faut que chacune, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on va être au rendez-vous. C'est pas un acquis. Et c'est pas parce qu'on a la tête bien faite qu'on va être au rendez-vous, etc. Déjà, en posant ça, je pense, en premier, ça nous permet aussi de pouvoir accepter qu'on n'est pas parfait, et qu'on va aller de l'avant. Ça, c'est une première chose aussi que je propose. Et vraiment, j'ai déjà répondu à la question, c'est non, la gauche n'est pas au rendez-vous, mais pour moi, la gauche est toujours décevante parce que c'est d'elle dont j'attends le plus. J'attends rien de la droite. Alors, ils sont rarement au rendez-vous. Et j'attends surtout pas de l'extrême droite, mais c'est ça en fait. Intégrer la convergence des luttes, par exemple, dans les courants de gauche, ça devrait être quelque chose de spontané et naturel. Et on voit bien en ce moment combien ça cristallise, ça crispe les gens. Enfin, voilà, peut-être que cet examen de conscience, il est plus que nécessaire plutôt que de dire ah non, c'est nul, ça marche pas, machin. C'est qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas au rendez-vous et comment on peut aller de l'avant avec ça. Voilà. Si tu veux me permettre juste une réflexion, hein, je partage complètement ce que tu viens d'évoquer. Juste, moi je m'interroge toujours, quand on est dans des combats comme ça, d'abord de savoir d'où on vient, du point de vue de notre société, du point de vue de l'humanité, alors là on ne parle pas, mais du point de vue de notre société, déjà c'est pas mal de regarder historiquement ce qui s'est déroulé dans les dernières années, et puis de bien voir en face de nous à quoi on est confronté. C'est-à-dire que la question, au-delà des forces de gauche, c'est vraiment un problème de société. C'est-à-dire que je partage l'approche dans quelle société on veut vivre, est-ce qu'on est prêt à intégrer dans cette société toutes les différences, que ce soit les handicaps moteurs, les handicaps mentaux, les différences de genre, les différences. Est-ce qu'on est prêt à travailler dans cette dynamique-là? C'est pas évident, c'est pas naturel, c'est pas spontané. Donc c'est vraiment un parti pris à un moment donné qui est posé. On l'a dit tout à l'heure en évoquant la question de l'égalité. La question de l'égalité, il faut voir que c'est un terme, un concept qui est très récent historiquement. C'est au moment des Lumières qu'on commence un petit peu à évoquer ces questions-là, même si dans le passé, d'un point de vue religieux, si on regarde la pensée chrétienne, on voit émerger un certain nombre de dimensions qui vont dans cette direction. Après, moi, j'ai une autre question, c'est
À quoi on a affaire? On a affaire à un problème, je dirais, culturel. On a affaire à un problème, comment dire, où toutes les questions dont l'extrême droite s'empare, elle le fait volontairement parce qu'elle sait que ce sont des éléments de clivage et que c'est là-dessus que la pensée conservatrice la plus structurée, je dirais, s'ossifie. Et qu'en même temps, ça peut être aussi un facteur de division à l'intérieur même de la société. Je veux dire que les mutations qu'on a su, la question du genre, elle a été évoquée tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire du Parti communiste et qu'on se souvient des déclarations de, comment elle s'appelait, Madame Torres, vers Mersch, évidemment, on aurait quelques surprises aujourd'hui. Mais ça montre tout simplement, ça c'est pas pour caractériser le Parti communiste, toutes les forces politiques ont été confrontées à ce phénomène. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Donc la question, c'est effectivement comment aujourd'hui on peut favoriser, comment dire, favoriser tout un travail qui va nous permettre de dépasser ces clivages et non pas de les priver, enfin, de les approfondir. Moi, j'ai toujours un problème quand on parle de lutte contre le racisme. Tout de suite, c'est la lutte contre les racistes. Et donc forcément, derrière, il y a des êtres humains, donc forcément, qu'on va aborder non pas comme des personnes qu'on va faire bouger dans leur pratique humaine et sociale, mais comme des ennemis. Ça me pose un problème. Je vous le livre comme ça. Hein. C'est des questions que j'ai vécues moi-même. Hein. Je veux dire, je suis pas en train d'inventer la foudre, mais je veux dire que. Et donc aujourd'hui, on est dans le combat politique, on voit bien combien c'est difficile d'aborder la question, comment dire, de la mobilisation, je dirais, de toutes celles et tous ceux, parce que tu parlais de la faiblesse de la gauche sociétale en question, mais malheureusement, il n'y a que 30% de Français qui aujourd'hui, de ceux qui votent, hein, parce qu'il y en a 60% qui ne votent pas, hein, ça doit aussi nous interpeller. Donc, comment on fait pour qu'on s'adresse sur ces questions LGBT, comment on s'adresse pour faire reculer les peurs que portent beaucoup de gens, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire, et que ça trouble du point de vue de leur histoire, peut-être individuelle et personnelle et culturelle. C'est pas si simple que ça, d'aborder ces choses comme ça, frontalement. Bon, je m'arrête là. C'était plus pour poser des questions que. Voilà. Donc, du coup, là, on a fait un point sur un peu ce qui est actuellement à gauche avec LGBT. Maintenant, c'est une question un peu plus voilà, dans le concret. Donc, voilà, donc, les partis politiques doivent-ils s'emparer de Pride? Comment? Mais, voilà. Alors, déjà, une petite réponse quoi, sur la riche. Et je trouve que c'est vraiment bien, mais non, c'est le contraire. Hein. Si on ne se confronte pas directement, on est partage populaire, donc c'est très bien. Au contraire, je suis très. Alors, mais non, qu'on puisse avoir justement ces retours-là, c'est pour ça aussi qu'on fait ces événements-là, je crois, et c'est comme ça qu'on arrivera à dépasser ces contradictions-là. Sur la question de la classe, de domination économique, et je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aussi, là aussi, qu'on arrive à dépasser notre propre paradigme sur la domination économique, c'est que la classe, c'est pas qu'un facteur qui rentre en jeu dans la question de la domination de classe, et il y a aussi une confrontation dans les luttes, je pense, LGBTI, dans la question de la classe, que nous n'avons pas de la même manière son genre, son orientation, selon aussi là où on est positionné dans la société. Et ça, je pense que c'est bien de le faire apparaître, parce que ça permettra de soutenir le plus efficacement les personnes qui ont le plus de difficultés à joindre. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et continuer sur la question de la Pride, je pense qu'on a un besoin de visibilité très fort en termes d'organisation, une visibilité, pas tout à fait une visibilité concrète. Donc, sur que lors des temps qui sont dédiés aux organisations politiques, que ces sujets puissent être mis en avant de manière importante, pendant les campagnes, etc. Ça semble être un minimum, mais dans des temps qui sont dédiés aux associations pour pouvoir venir les soutenir sans leur prendre leur place
dans cette lutte séctorielle importante. Là, il y a besoin de venir soutenir, il y a besoin d'être là, il y a besoin de relayer. Quand il y a une demande de la part des associations, il faut que chacun arrive à trouver sa place sans chevaucher ou empiéter sur le domaine de l'autre, d'une certaine manière, parce qu'il ne faudrait pas non plus que pour des convergences partisanes, la lutte souffre. Et c'est la lutte souffre de ça. Ok. Alors, non, absolument pas. Il ne faut absolument pas que les partis politiques s'emparent de la Pride, tout simplement parce que la Pride, à la base, c'est une réaction à une. Parce que souvent, on ne sait pas ce que c'est la Pride. Donc, peut-être qu'ici, j'ai affaire à des gens qui sont un peu plus informés, mais je raconte toujours l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'à la base, la Pride, c'est une émeute, c'est une réaction à des violences policières et politiques. Et donc, non, dans notre ADN communautaire, j'ai envie de dire, le jour où c'est récupéré par un parti politique, on a perdu. On a perdu la bataille, en fait. Donc, ça, c'est pas possible. Ça, c'est la première chose, le danger que j'y vois actuellement, c'est la montée, pour le coup, de l'homonationalisme. On a eu, par exemple, un tweet fabuleux. J'ai décidé d'entrer dans les interventions de Marine Le Pen, parce que sinon, je pleure trop des choses. Mais par exemple, le 17 mai, Marine Le Pen a tweeté, je ne sais pas comment cité, je ne sais pas comment le dire maintenant, mais en tout cas, elle a fait un tweet, ouais, en disant, en gros, je vous le résume, je caricature à peine, à bas l'homophobie, et l'homophobie, c'est à cause des musulmans. Bon. Alors, c'est pour ça aussi, moi, que j'ai pas envie que les partis politiques soient là dans les prides, parce que de quoi vous parlez quand vous venez en tant que parti politique? Que les individus qui sont engagés dans des partis politiques tout au long de l'année, tout au long de leur vie de militants, militantes, s'investissent, nous soutiennent, comme tu dis, on en a besoin, ça c'est sûr, et dans tous les partis politiques, dans l'extrême droite, dans tous les partis politiques, on a besoin de ça. Mais trop souvent, dès lors qu'il y a un parti politique qui fait un choix en tant que parti d'investir une lutte, il y a toujours une récupération. Et ça, vous avez référence à l'histoire, il se trouve que je suis un peu historienne aussi, oui, il faut revoir nos livres d'histoire, il faut transmettre ces histoires-là, parce que malheureusement, combien, par exemple, de gens ont été déçus de François Hollande parce qu'ils n'ont pas été assez loin en tant que gouvernement avec le mariage pour tous, etc. Voilà. Sur l'égalité, c'est un concept sur lequel on pourrait faire une conférence entière, parce que, par exemple, moi, je ne suis pas pour l'égalité, je parle plus d'équité, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, parce que, etc., etc. Et pour moi, l'égalité, c'est à mettre en face de l'universalisme, en fait. C'est-à-dire, on partirait du principe qu'on a tous et toutes les mêmes besoins, et du coup, il faut qu'on vise tous et toutes les mêmes objectifs, les mêmes ressources, au sens global du terme. Donc, c'est un petit peu ça. Voilà. Avant de répondre à cette deuxième question, je vais juste revenir sur un petit point concernant la première. Sur la gauche, c'était le. Parce qu'il y a un truc, ça va te parler, Stéphanie. En passant. C'est comment ces luttes-là, pour les droits LGBTQ+, mobilisent l'ensemble des appareils. Chaque formation de gauche a sa commission. Chez nous, il s'appelle Terre et Révolutionnaire. Je sais les noms dans les autres partis. L'an dernier, au moment des élections législatives, il y a une tribune co-signée par l'ensemble de ces commissions. Donc, le Parti communiste, socialiste, et les Verts, Génération, Parti socialiste. Il serait beaucoup plus de poids si à la place des 5 signataires et des noms des commissions des différents partis, il y aurait les 5 logos des partis aussi. Quelque chose dont les partis eux-mêmes auraient porté. Je vois que dans les partis, il y a des sujets sur lesquels on entend. La commission de droits des femmes nourrit beaucoup le programme du parti. D'ailleurs, pendant les campagnes présidentielles, on a eu un meeting ici à Bergerac dédié uniquement au sujet des droits des femmes. Il là, vous avez parlé quelques minutes de l'actualité, la Russie d'Amérique ukraine. Il n'y en a pas, mais le meeting était consacré à ça. On n'est pas encore à ce niveau-là. Je pense que c'est le cas dans tous les partis, de s'emparer de mobiliser le droit commun. Je t'en parle souvent, et comme ça, on a essayé de le faire en tout cas le jalon. La question est partie de s'emparer de la Pride. Qu'est-ce qu'on entend par s'emparer? On peut évoquer le sujet de la
de la récupération, il y a aussi le sujet du soutien. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière s'emparer? Si je change de la manifestation et que je dis, est-ce que les partis doivent s'emparer de la fête des travailleurs et des travailleurs? Naturellement, on va répondre oui, bien sûr. Est-ce que les partis doivent s'emparer de la journée du 8 mars, journée de lutte internationale pour les droits des femmes, internationale de lutte pour les droits des femmes? Vous allez spontanément me dire oui. Donc, parce que on a peut-être une autre vision que le sujet de la récupération, il est peut-être moins épidermique, il existe un petit peu moins. Parce qu'aujourd'hui, il est tout aussi épidermique. non, mais je pense que culturellement, enfin, ça fait longtemps que les partis appellent au 8 mars, ça fait des décennies, et les partis appellent au 1er mai. Donc, il y a la seule question de savoir, parce qu'on s'en parle, oui, on doit s'en parler, oui, mais comment? Et comment on trouve aussi le bon positionnement? À la marche des fiertés ici à Bordeaux, c'est très bien comme ça, ce sont les associations qui le font, avant que la marche commence elle-même. Il y a un enjeu à mobiliser davantage nos militants. Après, il y a un vrai sujet, mais je pense que là, il faut que localement, où qu'on soit dans n'importe quelle ville, on ait ces échanges-là aussi avec les personnes qui organisent la campagne. Nous sommes tel parti, nous souhaitons venir, est-ce que les drapeaux c'est OK? Est-ce que les flyers c'est OK ou pas? Voilà. Je pense qu'il faut avoir aussi ces échanges-là. Il y a un enjeu à pas invisibiliser les luttes, voilà, rappeler, la Pride, au départ, c'est une émeute, une réaction à des violences policières. On peut arriver avec des parties avec d'autres sujets aussi. Et pas le risque d'invisibilité. Il y a aussi des sujets dont on ne peut pas. Il y a eu des discours sur la Palestine pour la Pride, c'était très bien. Je pense que les militants et les militantes des associations ne pouvaient pas passer cette journée-là de lutte sans évoquer la Palestine, mais jusqu'où on met le curseur pour ne pas que notre sujet vienne invisibiliser. Souvent, on parle du moins des fiertés. Il y a encore besoin, il y a besoin de ce temps de visibilité, il y a besoin d'avoir ce temps de soutien et de visibilité. Donc, il y a le bon curseur à trouver. Ça, je crois que c'est une question dont je vais développer, c'est comment on arrive à trouver le bon niveau entre la mobilisation des partis pour la marche des fiertés, donc sans parler de cette marche des fiertés, il faut y aller. Je vais donner quelques-unes à y aller, peut-être plus fortement, peut-être pour marquer davantage le soutien et aussi la façon dont on l'exprime. Et ça doit se travailler. C'est le mouvement porté des marches organisées par le secteur associatif. Donc, on va avoir cet échange auparavant. Et dans ce qu'on peut aussi localement. Alors, pardon, mais je peux te prendre un petit temps de parole, mais il faut que tu m'expliques ça. C'est juste de rappeler qu'historiquement, dans mon lutte aussi, et c'est quelque chose dont on parle peu, on a revu un film là qui est vraiment génial pour ça, qui s'appelle Pride, et qui en fait parle de la lutte du soutien des lesbiennes et gays. À l'époque, c'était ça, c'était les dénominations pour les mineurs au Pays de Galles. En fait, historiquement, dans les luttes dites LGBT, ou queer, maintenant, on utilise tout ça, hein, il y a toujours eu la convergence des luttes, en fait. Ça a toujours été invisibilisé. Et pour moi, la Pride, tu parlais, c'est par rapport au curseur de Gaza, parce que ça fait des débats infinis aussi au sein de la communauté LGBT. Il y a des courants, on va dire, nous aussi, on s'engueule entre nous. Il y a des courants qui disent oui, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec nous, tu as allé à Gaza, tu vas bien t'enlever le courant et tout ça. Voilà. Mais en fait, ça revient un peu à ce que je disais à l'autre. C'est quelle vision on a, dans quelle société on a envie de vivre. Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où les rapports de violence sont la règle, ou, quelle que soit la cible des rapports de violence, est-ce que c'est finalement, en ne s'occupant pas des autres combats qui, pour moi, sont évidents, finalement, je ne reproduis pas la même chose. Et en fait, ma vie, elle est terrible. Ça m'a évoqué ça. C'est les femmes Anderson. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord à la tribune sur cette question. Donc, des partis politiques de gauche soutiennent, participent, financent le fonctionnement du Pride, c'est une chose, mais c'est surtout et avant tout un outil qui est à la main de la communauté queer, du mouvement social qui le représente. Et Stéphanie et Olivier l'ont bien dit, en fait, dans l'histoire même de la Pride, qui, au début des années 70, est venu répondre
à des émeutes qu'il y avait eu aux États-Unis, il y a des descentes de police dans les bars de la communauté, et derrière, c'est une révolte contre l'ordre établi, l'institution qui est l'institution policière, qui décide de mettre en œuvre un certain nombre de violences contre la communauté queer, et derrière l'institution policière, tout simplement l'institution qui représente l'état de droit aux États-Unis à l'époque, puisque c'est le corpus de règles de l'époque qui a autorisé ces actions, qui a autorisé tout ça. Donc, voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Si je dois répondre avec peut-être une casquette de chercheur, parce que j'ai eu l'honneur d'être présenté tel quel sur la fiche, l'équilibre, cette question, elle pose le sujet de quel est l'équilibre entre la politisation et l'institutionnalisation de la militance et du combat LGBT. Parce qu'il faut qu'il y ait la politique. Il faut que pour que nos revendications deviennent des lois, qu'elles puissent permettre de créer de nouveaux droits, il faut à un moment donné qu'elles passent par l'antichambre des partis politiques, du Parlement, et qu'elles deviennent des lois. Mais si on institutionnalise trop nos combats, le risque, c'est évidemment la multiplication des revendications qui sont les nôtres, une certaine forme de déconnexion vis-à-vis des réalités du terrain, et de perdre aussi la dimension subversive que représente le mouvement social queer. Et pour avoir une autre casquette qui est celle de mon appartenance au Parti socialiste, c'est en effet le Parti socialiste qui a permis un certain nombre d'avancées sociales sur la question des droits LGBT en France. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 80, c'est lui qui, un an après son arrivée, permet de faire passer une loi sur la dépénalisation de l'homosexualité, grâce au mine de rien, au boulot qu'a fait Robert Badinter sur le sujet à une époque où c'était quand même pas du tout le cadrage politique de défendre le droit des personnes LGBT, avec un super texte qui a été défendu par Gisèle Halimi à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi le Parti socialiste qui a merdé à plusieurs reprises dans l'histoire, soit dès 1983, lorsque le sida a été découvert, que le gouvernement n'a pas du tout pris l'ampleur de la crise des pertes que ça a représenté, qui a derrière déjà pas fait ce qu'il fallait pour investir dans la recherche, investir sur les politiques de santé, mais qui derrière a laissé complètement le débat public, l'opinion politique, avoir ce discours qu'il a eu à l'époque sur l'épidémie du sida, et qui a en fait coûté la vie de milliers de personnes de la population. Et c'est aussi le Parti socialiste qui, bien qu'ayant fait ses mariages tous à l'arrivée au début du mandat de François Hollande, a laissé aussi s'enliser le débat public sans prendre suffisamment, à mon sens, ses responsabilités pour derrière protéger notre communauté, mais surtout empêcher un certain nombre d'actions de la part de la droite ou de l'extrême droite d'arriver. Donc on voit bien que c'est une question d'équilibre. Il faut qu'on arrive à que cet équilibre-là, notre capacité à le trouver, il dépend complexe dans lequel on est. Et il faut qu'on interagisse ensemble, mouvement social, association et partis politiques. Et on voit que quand on le fait, la plupart du temps, en réalité, ça marche. On a aujourd'hui, depuis quelques années à Bordeaux, je crois, un cadre qui, du point de vue des droits LGBT, est, à mon sens, assez salutaire, puisqu'on a des associations qui proposent des choses qui vont vers le politique, et on a des politiques, des personnes élues qui les écoutent, qui vont vers elles aussi. Et tantôt, on a le Girophare qui arrive avec des propositions auprès des collectivités territoriales, on arrive à avancer sur ça. Et tantôt, c'est les collectivités territoriales. Pour la mairie, je te laisserai peut-être Olivier avoir des exemples, mais à l'époque, avec le département de la Gironde, il y a eu une volonté de travailler sur l'inclusion des fonctionnaires, des travailleurs du département de la Gironde, membres de la communauté LGBT, et on a travaillé avec les Girondes sur le sujet. Donc, c'est vraiment des questions de discussion, de comment on arrive à se mettre autour de la table et à partager nos préoccupations communes, parce que les partis politiques peuvent être des alliés historiques dans la conquête du droit LGBT, mais ce n'est pas pour autant que ce sont des alliés naturels, et il faut que la communauté LGBT aille vous chercher, aille vous challenger, aille vous bousculer, pour pouvoir aller le plus loin possible, puisque en tant qu'entité institutionnelle, en tant que parti politique, vous pouvez avoir des tendances à perdre un peu une dimension subversive qu'il nous faut garder pour défendre les droits des personnes. Vous avez déjà parlé de discussion entre associations et partis politiques. La question qui est en lien, du coup, c'est
quelles articulations entre associations LGBT et partis politiques? Je peux répondre, pas vraiment le faire que ce soit un parti politique, mais je peux partager, tu l'as évoqué, mon expérience d'élu municipal de la Journée. Moi, je suis un élu communiste, je ne suis pas anodin. Je suis un élu militant, quelque part. Dans la majorité municipale, ce sujet peut faire débat. On m'a reproché parfois d'être un élu militant. Alors oui, moi j'ai une délégation sur le handicap et la lutte contre les discriminations, mais en même temps, je milite pour la gratuité des transports. Nos camarades qui sont à Bègle, il y en a un qui est en charge des écoles, d'autres qui ont une camarade qui est en charge du centre social, et ils vont se battre pour le secteur hospitalier sur le bord de Sud, pour d'appliquer et l'établissement Bagatelle, dont on parle beaucoup. C'est là où on a cette vision globale, et aussi on essaie de porter des mandats utiles à la population. C'est vraiment la façon dont on essaie de porter les choses, comment ce mandat il sert au plus grand nombre. Et qu'il ne soit pas uniquement incarné par une personne, mais qu'il soit permettre de porter énormément de choses, qu'il ne soit pas là uniquement pour décliner un programme municipal qui a été porté pendant une campagne, et c'est comment il permet d'être à l'écoute, de laisser émerger des choses qui peuvent venir, et dans ma délégation, notamment du secteur associatif. Et à Bordeaux, à cette chance-là, et moi, en tant qu'élu en charge de la lutte contre toutes les discriminations, j'ai cette chance d'avoir un réseau et un maillage territorial de réseaux associatifs œuvrant pour les droits LGBTQ+, extrêmement riche à Bordeaux, avec aussi une tête de pont, une tête de réseau, qui constitue le gyrophare. Ça facilite beaucoup les choses. Ça me permet, par exemple, d'avoir régulièrement, tous les 2-3 mois, dans les locaux municipaux, une réunion de la commission LGBTQ+. Toutes les associations qui sont invitées viennent, on échange sur diverses thématiques. Et ça renvoie aussi, tout à l'heure, à la mobilisation du droit commun. Tout à l'heure, dans nos partis, il ne faudrait peut-être pas que les sujets des droits LGBTQ+ soient portés uniquement par les commissions dédiées spécifiques, mais par l'ensemble du parti. Mais c'est pareil, de la façon dont on essaie de porter la vie, que ce sujet, le sujet de la lutte contre toutes les discriminations, il mobilise l'ensemble des élus. C'est pour ça que régulièrement, mes collègues, selon la thématique, sont invités à échanger avec les associations. Et c'est comme ça qu'on peut faire émerger les choses. La section sport du Gyrophare, le Gyrosport, des questions d'avoir accès à des créneaux dans les établissements et les équipements sportifs. Donc, les responsables échangent avec la Gyrosport, avec moi. Moi, qu'est-ce que je vais faire? S'ils me sollicitent uniquement moi, je vais faire du lobby en interne pour pousser. Par contre, s'ils échangent directement avec les élus en charge des sports, les élus en charge des sports, ils vont entendre des choses. OK, il y a une problématique d'accès à une salle, il y a peut-être aussi une problématique de sensibilisation derrière. Et donc, ça pose aussi la petite graine qui peut être travaillée. Et ça a été évoqué, je ne sais pas quoi, à Anderson, il y a 3 semaines. Le jour où on a inauguré la placette Marie-Lévy à la Bastille. Et ça illustre, je trouve, la façon dont on peut travailler entre politique et association. La militante qui a porté le fait qu'elle a dit de rendre hommage à sa place publique à Maria Foucault, c'est tout. Moi, en tant qu'élu, j'en suis fait le relais, notamment auprès de la commission de géographie, qui est la réalité. Et après, mon rôle d'élu, c'était comment cette validation par la commission de géographie on nous donne l'ampleur ou l'utilité la plus grande possible. Donc, par exemple, là-dessus, la ville de Bordeaux aménage depuis 5 ans l'espace public avec des placettes aménagées, digitalisées, apaisées. C'était le cas de cette placette-là. J'ai dit à Stéphanie, elle n'est pas très grande, tu verras. Mais par contre, elle a du sens. Parce que ce n'est pas l'aménagement qui a été fait dans un choix, l'aménagement qui a été demandé par les habitants. Déjà, il y avait de la chair humaine derrière ce projet. C'est une place qui fait déjà quartier, où il y a de la vie de quartier, il y a un tiers-lieu en face de la reine Carreau, et ça permet, cette mémoire et la lutte qu'incarne Marie Franco, ça lui donne une ampleur plus forte. C'est une place qui faisait quartier, aujourd'hui elle fait monde. Et je trouve que cet exemple de l'angle mémoriel, notre placette qui va être inaugurée la semaine prochaine du côté de la rue Georges Bonnac, un hommage à la Marguerite Chabiron, une résistante lesbienne qui a été enfermée au Fort du Har avant d'être envoyée en déportation. Là aussi, c'est une association qui porte le travail de mémoire, c'est Queer Code, le travail de mémoire.
Donc là aussi, j'ai soutenu auprès de la commission de géographie le nom de Marguerite Chatillon, et j'ai essayé de donner le plus de sens possible à ce nom. Pourquoi on va être à l'angle de la rue Pierre et la rue Georges Bonnac? Bonnac, c'est aussi un nom qui est un lien avec la déportation. On n'est pas loin du monument mort où il y a des cérémonies officielles. Et je citais aussi un exemple mémoriel que certainement un certain nombre de vous connaissent. De l'autre côté du mur de cimetière de la Chartreuse, il y a le mur des fusillés, où chaque 8 mai, avec le ministre, nous allons honorer la mémoire de ceux tombés sous les bombes des fusils des nazis ici à Sousse. Donc, dans ce contexte-là, mémoriel. Et voilà, sur des sujets mémoriels, on a trouvé une bonne articulation entre les demandes et les revendications des associations et comment un élu qui sait être utile, qui sait que son mandat soit utile à la population, peut le porter et lui donner une dimension, et donner à sa revendication une dimension qui font écho à la façon dont on est construite la ville. Et oui, mais ça, alors moi, la question du coup, en fait, je me demande, est-ce que c'est lié à ton engagement politique ou à la passion que tu es? Je vais dire les deux, mais la problématique, elle est là. C'est que moi, je ne doute pas qu'il y ait plein de gens dans les partis communistes, socialistes, écologistes, voilà, ces partis de gauche, on va faire, c'est pas pour minimiser ce que tu fais, c'est aussi l'histoire d'une rencontre humaine, je crois. Moi, j'ai eu confiance en toi, tu as eu confiance en moi, et tout, il y a aussi tu dis ça fait monde, et puis ben, on a fait un monde entre nous qui fait que du coup on se parle. Donc, il ne faut jamais oublier ça. C'est avant tout des histoires de rencontres humaines qui sont sûrement facilitées par des courants politiques et des visions sociétales, de société et d'avenir aussi. Donc, c'est ça que je dirais. Après, beaucoup de faire le lien un peu aussi avec l'interpellation d'un personne de demander aux associations de se politiser. Alors, au début, ça m'agace un peu, si je dis, merde, on est hyper politisé quand même, quand on est LGBT, mais c'est pas vrai, pas tous. Et puis, ça pense qu'on est derrière, mais ce qui est important aussi, c'est d'investir les lieux politiques. Et c'est presque schizophrénique quand on est LGBT et activiste et militant, mais comment rejoindre les partis politiques qui, bien souvent, continuent de nous maltraiter, continuent de nous invisibiliser. Et que ça m'a empêché de dormir à la flèche. C'est vrai. Et ben, alors, comment on fait? Ben, il faut aller faire changer les lois, il faut aller faire changer les lignes. Et pour ce faire, il faut être présent. Là où je rejoins aussi, c'est sur le fait qu'on ne peut pas toujours attendre que ce soit les personnes directement concernées qui portent les sujets. Parce que ça, c'est usant dans tous les sens du terme aussi. Et en même temps, c'est à nous de le faire aussi. Donc, c'est à nous aussi d'investir ces espaces d'échange, de discussion, de prise de décision, de dire, non, ça déconne. Pourtant, moi, encore une fois, je dis, moi, je suis tout comme écolo, et j'ai envie d'aller les engueuler constamment pour dire, vous êtes pour rendez-vous, et machin, on va pousser les lignes, etc. Et en même temps, comment je fais? Parce que si je vais rentrer dans un parti politique, encore une fois, c'est une structure qui, pour moi, est obsolète. En tout cas, qui n'a pas fait les bonnes preuves. Enfin, il y a eu des avancées sociétales, mais j'ai presque cru tout à l'heure que tu allais mentionner l'histoire des parfaits cathares, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui sont nos descendantes, pour qui l'égalité femmes-hommes existait déjà au XIIe siècle, et pourtant on nous a massacrés. Donc, bon, je vais dire que c'était les rois à l'époque, mais quand même. Bon, bref, c'était pour le petit clin d'œil, c'est plutôt pour qu'ils disent, pour qu'ils disent, c'est pas grave. Mais c'est ça, on n'a rien inventé quand on parle d'égalité, en fait. On n'invente rien, ne croyons pas qu'on invente des choses, on cherche juste à faire quelque chose de mieux. C'est un peu ça. Bon, je me suis un peu égarée en route, mais c'est ça. Je pense qu'avant tout, pour me résumer, c'est une question de rencontre humaine, en fait. Est-ce qu'on a envie de collaborer ensemble malgré nos divergences, malgré les choses qui vont nous séparer? Je reprends un peu ce que tu disais. C'est sur quoi? Ah, si, je suis. Il y a un truc où en France, on a vraiment du mal avec ce terme-là, et ça me sidère, c'est le mot communauté. Alors, ça, c'est un mot tabou.
Il ne faut pas dire que l'on est une communauté parce que je ne sais pas quoi, machin, mais merde, quoi. En fait, la communauté, c'est juste qu'est-ce qu'on a en commun. Et c'est ça qui fait communauté. Et on se base sur ce qu'on a en commun, discuter. Et puis, bah, si on en a des désaccords, bah, c'est pas grave, parce qu'on a quand même tellement de choses en commun qu'on peut aller de l'avant ensemble, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé entre, notamment ces 3 personnes que vous avez invitées. C'est qu'on n'est pas toujours tout le temps d'accord à 110%, mais que pour autant, on a suffisamment de choses en commun pour réfléchir ensemble et aller de l'avant et faire de notre mieux pour faire un monde mieux. Moi, j'aurais juste une petite remarque complémentaire. Non, une réflexion, un point de vue, quoi. Pas du tout une vérité, mais je crois que dans tout le travail qu'on essaye de faire, d'abord, la vie associative, pour moi, c'est quelque chose, ça a été la première forme d'organisation pour adopter les gens, les travailleurs, d'ailleurs, pour se défendre, pour faire valoir leurs droits. Et il y a eu après, effectivement, au fur et à mesure de l'histoire sociale, on a vu se structurer de nouvelles formes d'organisation, les syndicats, les partis politiques. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, et qui est une question majeure, c'est justement quel rapport on établit. Est-ce qu'on continue avec les vieux rapports de domination entre le politique et l'associatif, y compris qu'il y a eu des structurations politiques assez impressionnantes, je pense en particulier d'une façon ou d'une autre. Hein. Par exemple, l'Angleterre, c'est le Parti travailliste et l'émanation de la trade unions, c'est au départ. Puis, ça s'est un petit peu transformé, je veux dire, une nouvelle instrumentalisation qui s'est faite. Mais en France, on a eu toute une tradition d'instrumentalisation, de pouvoir de transmission entre les partis politiques, les syndicats et les associations. Ça va terminer, il faut être assez lucide, je dirais, sur ces questions-là. Par contre, la question qui est posée, c'est quelle place on donne justement à la créativité associative, à la créativité humaine dans le projet de société sur lequel on a envie de travailler et de faire ensemble. Est-ce que ce sont les élites qui continuent à élaborer dans leur petit coin les solutions miracles ou les rapports nouveaux à construire que l'on voudrait généraliser à tout le monde? Ou est-ce que c'est au contraire la recherche, je dirais, de pratiques sociales et humaines qui vont nous permettre justement de faire société ensemble sans demander à l'autre de se nier non plus? Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a crispation entre les couples traditionnels, des choses comme ça, et puis les autres formes, je dirais, de couple? C'est souvent la question du modèle, c'est-à-dire puis la question de la reproduction. En clair, on ne peut pas se reproduire en couple. Sauf qu'aujourd'hui, on a vu que culturellement, et grâce au droit et grâce à la loi commune qu'on a construite, on a été capable de dépasser cette barrière dite biologique pour en faire une possibilité humaine d'avoir des hommes qui ont des enfants, des femmes qui ont des enfants, sans que, enfin en tout cas, dans la notion de couple, ils interviennent. Mais ça, c'est des questions qui ne sont pas forcément digérées par le reste de la société et qui méritent évidemment d'être travaillées. Et donc, d'où l'importance du travail que vous avez fait, que les mouvements ont, c'est-à-dire continuer à porter jusqu'au bout, pas seulement la revendication d'égalité et de reconnaissance, mais aussi les outils qui vont permettre aux autres de les comprendre et de les accepter et de vivre avec eux en tenant compte, je dirais, de ce qu'ils sont en train de vivre de manière originale. Pas si simple. Moi, j'ai milité pendant très longtemps dans une association qui s'appelle ATTAC, que c'est connu, où on a travaillé justement la construction de rapports nouveaux entre le monde syndical, le monde du travail, comme on dit, et le monde sociétal, et notamment la question écologique. On a réussi à faire se rapprocher ces deux mondes qui, c'est pas parce que vous rapprochez deux partis politiques, les écolos, le PC, les insoumis, les verts, etc., vous avez réglé le problème. La question, c'est effectivement autre chose qui est posée. Donc, comment on travaille justement ces dimensions-là, non pas pour en faire un modèle exigeant, enfin, exigible à tous, mais pour en faire des éléments qui nous permettent de dépasser justement les peurs de l'autre. Parce que oui, ça peut faire peur. Moi, vous savez,
Bon, ça, c'est aussi c'est pour l'anecdote, mais vous savez, avant même que les questions transgenres deviennent d'actualité, j'ai eu un ou une amie, on va dire ça comme ça, qui était transgenre et je ne le savais pas. C'est-à-dire, je l'ai découvert, mais presque à sa mort. Dommage, mais je veux dire, et donc, mais ça ne va pas empêcher de, 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 de travailler avec elle, de militer avec elle, il. Parce que, avec elle, oui, non, non, parce que justement, c'était une femme qui passait homme, donc c'est il. Donc voilà, et je veux dire, mais il a fallu, tu vois, tout ce cheminement-là, c'est dans la vie d'abord que ces choses se passent. Pour être plus clair et pour aller plus vite, parce que derrière l'idée que j'ai envie de faire partager, c'est-à-dire que les lois, la loi du mariage pour tous, si elle est venue dans le champ législatif, c'est d'abord parce qu'il y a des êtres humains qui ont décidé de vivre ensemble et de former des couples, reconnus ou pas, et qui ont imposé, qui ont fini par rendre normal, je dirais, cette façon-là de vivre. Et qu'à un moment donné, le politique ou les partis politiques ont été obligés, moi je le dis comme ça, ont été obligés de le prendre en compte et d'en faire une norme sociale, qui au départ n'était pas obligé, au-delà des sensibilités politiques, n'était pas forcément partagée par tout le monde. Je dirais qu'aujourd'hui, cette question-là, elle est quasiment réglée. Sauf que, ce qui n'est pas réglé, c'est le rapport qu'il y a entre je dirais, la population, enfin, les gens qui se reconnaissent LGBT+, et la population plus générale qui, elle, a encore du mal à intégrer cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de faire. Et là, il y a un travail à faire, me semble-t-il. Ensemble, je veux dire, c'est pas un truc. Mais tu apportes 10 000 sujets à la seconde. Non, excusez-moi. Non, mais t'excuses pas parce que tous ces sujets-là, il faut les mettre sur la table, effectivement. Quand j'entends parler. Ah, pardon, je réponds. J'ai beaucoup entendu, parmi tout ce que tu nous partages, la question de la peur dans la société. Alors, bah oui, on a tous des peurs, et puis c'est bien normal et naturel, c'est ce qui nous permet de survivre. Par contre, aussi, peut-être une mention, c'est qu'au final, ce qui caractérise soi-disant de la société est bien plus évoluée. La société est bien plus évoluée que ce que les médias veulent nous faire croire. Et justement, en fait, peut-être que les partis, les méchants, on va dire, mais les partis d'extrême droite, les mouvements anti-genre, les réacs, machin, essayent de réactiver un petit peu, je dirais, la peur du loup, le pauvre loup. Le plus méchant présente l'image sur Terre, finalement. Mais réactive un petit peu tout ça, c'est un petit peu trop facile. Voilà. Les questionnements, et en fait, je crois que les gens individuellement n'ont pas si peur que ça. Ça questionne, ça interroge, ça fait des résolutions dans la tête. Voilà. Je dis toujours, moi, quand je parle de notre mouvement LGBT queer, c'est qu'en fait, nous, on vient rajouter au monde. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que souvent, quand on débat et qu'on a des opposants virulents, c'est toujours ah oui, mais c'est comme si on allait leur retirer quelque chose. Mais en fait, nous, on ne retire rien. On vient rajouter au monde de nouvelles possibilités, de nouveaux schémas de vie, de nouvelles familles, de nouvelles façons d'être. Enfin, je crois que je n'ai jamais dit dans l'espace public, je vais le dire, moi, à titre perso et individuel, par exemple, je ne suis pas forcément pour le mariage. En tant que militante et activiste LGBT, oui, parce que je vis dans cette société où c'est un moyen de pouvoir être traité de manière plus égalitaire, etc. Mais à titre de personne individuelle, pas forcément, parce que moi, je n'ai pas envie de faire comme les autres, en fait, j'ai envie d'être moi. Parler de la possibilité d'être soi tout à l'heure, tu vois, l'université, c'est un lieu où on laisse croire qu'on peut production des élites, il vient aux universités. Enfin, moi, j'ai fait mon collège à Senon. Et puis de Senon, il y a un écrémage qui se fait pour descendre à l'époque à la Bastille, ou ceux qui descendaient au lycée de Mauriac, on était peut-être 20% d'une classe. Et puis pour arriver jusqu'à ici, tu vois, même géographiquement, ça, toutes ces dynamiques-là, je pense que je
je ne sais pas découvrir la chose, mais et en plus, bah, une femme, des élus, bon, enfin bref. Donc, encore une fois, c'est ça. Comment dire? On a le droit individuellement d'avoir des peurs, des craintes, des croyances, etc., etc. Après, on parlait du lien avec les partis politiques. Là, encore une fois, moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre solution que il faut qu'on occupe les espaces existants. Soit on fait la révolution, mais on a vu en France que ça ne servait à rien, c'est juste qu'on a changé les intitulés. Bah oui, mais c'est toujours une certaine classe de population. D'abord, moi je suis une non-violente, donc assassiner des gens pour obtenir de nouveaux droits, pour moi, c'est jamais une solution. Donc ça, c'est, voilà, au même titre qu'on ne libère pas un peuple en les bombardant, quels que soient les chefs qui sont à la tête, des groupes, je parle de l'Iran, par exemple, en ce moment. Bah, tiens, l'Iran, par exemple, bah, là où la gauche, où les États libertaires ont failli, c'est de ne pas soutenir le mouvement Vie, Femme, Liberté, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, aujourd'hui, on entend des chefs d'État de pays dits occidentaux et ouverts dire ah, ben, salut, il faut faire le salut, enfin, encore une digression, mais pour moi, on parle de la même chose en fait. C'est à quel moment on choisit d'aller de l'avant, à quel moment on choisit de quelle société on parle, c'est vraiment ça. Et nos luttes LGBT, elles portent tout ça en fait. En tout cas, moi, tel que je les vois, c'est qu'on porte tout ça. On porte le droit des femmes, on porte le droit des enfants aussi, parce que voilà. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas pour le mariage, mais pour autant, le mariage pour tous permet aux enfants dans notre société, par exemple, d'avoir les mêmes droits que les autres, de pouvoir avoir un livret de famille. Voilà. Enfin, c'est des choses comme ça, alors que dans d'autres familles, ce n'est pas possible. Oui, ça vient chercher sur la reproduction. Alors, on va ouvrir un chapitre sur est-ce que vous savez que, par exemple, la santé sexuelle des lesbiennes est très problématique encore en 2025 parce que justement, la santé sexuelle en France a été abordée sous l'aspect reproductif et que les lesbiennes ne se reproduisant pas naturellement toutes seules, enfin, etc., etc. Alors, ça, tu reviens à 18 minutes. Bon. Oui, non, jamais. Deux éléments sur tout à l'heure par rapport à la question qui nous a été posée, la façon de porter les mandats. Parce que je crois que les élus de gauche, c'est un enjeu qu'il faut avoir en tête, c'est l'aspect démocratique. Voilà. Le taux d'abstention qui augmente, beaucoup ceux qui pourraient voter ne votent pas, c'est comment, dans l'exercice de mon mandat, on arrive à donner la parole aux personnes directement concernées. Pour citer le département de l'Ain, le département et la ville de Bordeaux, on essaie de faire ça. Donc, il faut aller plus loin, qu'il faut faire mieux. Mais il y a vraiment sur bien des sujets cette idée de donner la parole aux personnes directement concernées et qu'elles nous aident, qu'elles nous orientent pour construire nos politiques publiques. Il y a un réel enjeu démocratique, un exercice du mandat. C'est le premier point que je voulais dire. Et le deuxième point, donc, la question, c'était quelle relation entre association et parti. Il y a quelques mois, désormais, je crois, le Gyrophare fait l'objet d'une nouvelle attaque d'extrême droite. C'était Reconquête Gironde, profiter de la venue de Retailleau à Bordeaux pour les remettre en dossier demandant la dissolution du Gyrophare. On a beaucoup échangé avec Stéphanie. De gauche devait afficher là. Bien, il fallait être là au rendez-vous. On était là. Comme ce que j'avais dit, je te rappelle Stéphanie, par contre, vous, population, ne parlez pas au parti de gauche. Solliciter aussi, par exemple, on n'en parle pas. Il y a 3 députés sur la ville de Bordeaux. Là, il faut que l'assaut sollicite. Ils viennent pas. L'ensemble des députés. Il y a un Soumis, il y a un Bel, il y a un autre, un Macron. Il y a besoin aussi que les politiques, qui sont pas de gauche, se positionnent aussi. Ça ne peut pas être que quelque chose, les droits à l'exécutif portés uniquement par la gauche. C'est comment on fait bouger les choses, comment vous, qui avez été ministre, vous positionnez par rapport à cette infâme attaque de l'extrême droite, par rapport à une association qui a montré tout ce qu'elle fait faire, tout ce qu'elle fait sur le territoire bordelais. Donc, il faut que les partis de gauche parlent davantage aux associations, et les associations, je pense, pas qu'elle parle du parti de gauche, il faut qu'elle parle à l'ensemble de l'arc républicain.
Je me permets peut-être de prendre la parole parce que, comme je t'avais dit, j'ai eu un atelier sur le logement dans France Publique. Mais du coup, pour essayer peut-être de terminer ce qui a été dit sur la question de l'articulation entre asso et parti politique, peut-être se rappeler que on ne demande pas aux partis politiques de s'intéresser au sujet des droits LGBT pour des questions de charité ou parce qu'on est en train de demander le rôle d'une politique. Je pense que historiquement, le rôle de la communauté queer et de nos militances ont été énormes à évoluer vos logiciels partisans et vos propositions politiques, votre réflexion intellectuelle sur la société libérale. Je pense que le rôle de la communauté queer sur, par exemple, la définition de ce que c'est que la famille, il est énorme dans notre société. Parce que dans les années 80, si on revient un petit peu en arrière, une famille, c'était quoi? C'était une famille nucléaire. Un papa, une maman, des enfants. Et tout ce qui était en dehors de ce cadre-là était complètement exclu. Alors, évidemment, les personnes de la communauté LGBT, mais étaient exclues aussi les personnes divorcées, les familles recomposées qui existent encore moins, les personnes seules. Et je pense que tout le travail de la communauté LGBT a permis de donner une place à tout le monde dans la définition de ce qu'est la famille aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on est capable d'avoir une lecture beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus accueillante de ce qu'est la famille que ce qu'elle était hier. Et c'est en partie grâce aux travaux menés par les militants de la communauté LGBT. Il y a ce sujet de la famille, mais il y en a d'autres. La question du genre, par exemple, a aussi été incroyablement approfondie par des personnes de notre communauté. Et je pense à des intellectuels comme Judith Butler, qui ont permis de mettre des mots et que le genre, non pas comme une norme biologique ou quelque chose de naturel, mais bel et bien comme une construction sociale, elle-même dépendante d'un contexte. Et c'est bien elle et ses travaux qui ont démontré que nous étions dans des rapports de performance et reflétaient elles-mêmes des rapports de pouvoir. Et toute cette complexité-là, c'est la communauté LGBT. Donc je pense que nous, on a besoin que les partis viennent à nous. Mais je pense que vous aussi, vous avez besoin que la communauté et nos associations viennent vers vous pour qu'on puisse challenger le logiciel qui est le vôtre et qu'on puisse participer ensemble à la définition d'un projet de société. Parce que pour glisser sur la question sur qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans les mois et dans les années à venir. Il y a évidemment des centaines de nouveaux droits à conquérir. Je parlais de la question de la reconnaissance juridique des personnes trans, de l'intégrité corporelle des personnes intersexes, on peut parler de la question de l'éducation à la sexualité, on peut parler de l'égalité des droits parentaux et familiaux. Bien loin d'être, on est encore bien loin d'arriver à un stade, idéal, pardon. Mais on peut conquérir tous les droits qu'on veut. On voit bien que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a un truc qui est en panne partout dans le monde, mais qui est aussi en France, c'est le fait de faire société. Et on n'est plus capable on voit bien qu'on ne fait plus société en France, et il y a une vraie perte de repères au sein des individus qui d'ailleurs les poussent dans les bras des mouvements réactionnaires et conservateurs. Et du coup, le sujet qu'il faut se poser, c'est comment on refait société. Et il y a un politologue hyper intéressant qui s'appelle Rachid Benzine, que j'affectionne beaucoup, et qui dit que ce qui fait société, ce n'est pas le droit. Et ce qui va faire société demain, ce n'est pas le fait de conquérir de nouveaux droits. Des sociétés, c'est l'ensemble d'obligations, c'est l'ensemble des obligations qui font qu'on se reconnaît les uns à travers les autres. Et le problème de notre société aujourd'hui, c'est que les obligations qui nous tiennent les uns les autres, elles ne prennent plus corps. Et notre mission à nous, nous tous collectivement, dans une association ou autre, il est bien de réfléchir à quelles sont les obligations qu'on a envers les uns les autres et comment on arrive à transformer ça en projet de vie. Et c'est vraiment la mission qui nous incombe et qui nous incombe du coup collectivement en tant que parti politique et association ou membre de communauté. Voilà. Et, et, euh, et pour conclure aussi, si va bien. La question, c'est super intéressant qui est sur la société parce que j'avais
une réflexion sur la société en particulier, c'est que on projette tous un idéal de société parce qu'on a envie de vivre en société et on ne se donne pas forcément les moyens pour faire société en fonction de notre objectif. Donc là arrive la question de la structuration de notre outil de transformation du réel. Alors, bon, ça peut être l'association, ça peut être le syndicat, ça peut être le parti. C'est là où il y a une différence fondamentale entre les partis de gauche et les partis de droite. C'est que le parti de droite, soit un cadre, un parti d'élus, un parti qui a une base militante extrêmement faible, peu d'approche dans la société, radicalement différent du parti de gauche, qui lui a un réel collectif militant beaucoup plus effervescent et beaucoup plus demandeur envers cette direction. Et je pense qu'il y a cette vivacité-là qui doit arriver à exploiter pour vivifier l'activité des partis politiques aussi par la base, par les échanges avec les militants, et justement non pas que se concentrer essentiel sur le plan institutionnel. Je pense que le côté, on va dire, de la disruption de l'activité institutionnelle par la rue, par la revendication, par le militantisme à l'intérieur même des partis politiques, et la discussion avec la relation avec un élu, avec le mandat porté, qui été donné par le collectif. Ça, pour ce collectif, c'est très important de savoir jouer sur les deux tableaux pour faire au mieux progresser le Désolé. Bon, du coup, là, on a fait un peu plus d'une heure, mais il y a une dernière question. On va quand même la faire, mais c'est d'être assez rapide, même si c'est compliqué, mais c'est un truc assez rapide. Voilà. Pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Donc, c'était comment la gauche peut lutter efficacement contre la discrimination envers la communauté LGBT, et donc, quelle campagne mener Qu'est-ce que vous voulez faire? entre la démarche de complémentarité, c'est là qu'elle prend son sens aussi, parce qu'on peut devenir pour moi transmission totalement de sujets, parfois sont invisibilisés, parce qu'on n'a pas les individus concernés non plus dans l'organisation. On a des individus qui sont concernés par d'autres préoccupations sectorielles, et pas forcément tout, et on n'a pas forcément tout sous les yeux non plus. Et on ne voit pas forcément. Donc c'est là que c'est super important pour nous d'aller discuter avec ce là d'avoir une complémentarité et bon, avec une mesure, mais ça, c'est avoir défini une méthode, pour moi, c'est déjà assez plus. Oui, bon, je m'étais noté quelques éléments dramatiques qu'on peut porter nous ou qu'on peut porter collectivement, notamment législatif, mais je ne vais pas aller là-dessus. Finalement, je pense que gauche doit avoir aussi, en tout cas, nous, au Parti communiste, la mission révolutionnaire. Nous portons dans ça et tenir dans le temps. Et je vais vous lire un article de Cause Commune, qui est la revue d'analyse politique du Parti communiste. J'ai enlevé quelques mots des différentes phrases pour ne pas trop tourner des indices, mais juste vous dire. Les femmes obtiennent le droit au divorce, à l'avortement et le suffrage universel. Le code civil est réformé avec sous pression de l'autorité des chefs de famille la possibilité pour un couple marié d'adopter le nom de l'époux ou celui de l'épouse. Les femmes obtiennent de nouveaux droits sociaux, congé maternité, pause de 30 minutes pour allaiter, congé menstruel, égalité salariale et professionnelle. Les codes civils et pénals sont totalement réécrits. L'adultère et l'homosexualité ne sont plus considérés comme des délits. Disparaît également l'interdiction faite aux homosexuels d'occuper des emplois publics. Concernant les personnes transgenres, il devient possible de faire changer librement la notion du sexe sur les passeports et de servir dans l'armée. Il y a aussi la reconnaissance du travail ménager dans la Constitution, qui permet une politique de socialisation du travail domestique. On va vous poser une question. Quand sommes-nous et où sommes-nous? Quand sommes-nous et où sommes-nous? Voilà. Nous sommes entre 1917 et 1920 aussi. Quand on regarde le siècle qui s'est passé et les années Staline, c'était pas du tout ça. C'était la répression. Je ne vais pas redire ce qui se fait dans la Russie de Poutine. On voit bien que les forces politiques peuvent amener des choses révolutionnaires aussi. Il faut aussi savoir les tenir dans le temps. Voilà. Donc, on était en Russie entre 1917 et 1920, c'est notamment la ministre Alexandra Kollontai qui avait porté ces différentes et mis en œuvre ces différentes. Plutôt que des éléments programmatiques aujourd'hui, je remets en perspective. Il y a plus d'un siècle en Russie. Et on voit où on en est aujourd'hui.
comment on peut porter les choses avec y compris les idées révolutionnaires, et comment on les tient dans le temps. Ouais, je vais faire mon pouce. Je viens de dire que je dirais pour moi que tous les partis politiques, aujourd'hui, ce que je leur demanderais, c'est d'être les garants, les gardiens et les gardiennes, en fait, de cette société. Finalement, je crois que j'ai une vision un petit peu moins pessimiste que ce que j'ai entendu ce soir de la société et du vivre ensemble. Parfois, à force de dire que les gens s'investissent plus en politique parce qu'ils votent plus, ou qu'il y a une hyper-présence de l'extrême droite et tout, et ben, du coup, on ne fait plus de société. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que c'est juste que c'est une société. On fait société. Moi, j'ai des voisins. J'ai un voisin, je vais faire la même chose, il fait mais genre, il me dit, je suis là, vous avez une belle maison. Il me dit, ah ben servez-vous le romarin, la lavande, vous prenez tout ce que vous voulez. Et je me dis, ah ben tiens, c'est super sympa, machin. Puis il se trouve, pour vous faire la version courte, que cet homme, en fait, est raciste et misogyne. La merde, je fais quoi? Il ne parle plus du coup. On ne trouve pas de ça la vente. Enfin, bah ouais, mais je ne fais pas connaître, moi. Ouais, bah, et alors, comment je fais? Puis pareil, je peux vous raconter tout l'environnement. Et en fait, on fait société. Arrêtons de dire qu'on ne fait plus société, qu'on ne se parle plus, parce que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été à la Cour des Humains une fois, puis ça m'a fait un bien fou, parce que je me suis dit, ben, il y a autant de gens que ça qui sont assis à côté, qui discutent, qui parlent. Il y a les vieux militants, les vieux politiciens engagés, machin, puis il y a les jeunes qui servent. Et puis je vais dans d'autres espaces, on est allé au lieu typique, et puis il y avait aussi des engagements. Enfin, c'est pas vrai, arrêtons de croire qu'on fait plus société aujourd'hui. Ça n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a des crispations très fortes. Est-ce qu'il y a plus de violence qu'avant? Je ne peux pas dire non. Mais aussi, on se rappelle, il faut se rappeler, moi j'ai fait des études ici, hein, en sociaux, en stats, en anthropo, en histoire, etc. Donc moi, les chiffres, je sais qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut, puis c'est du déclaratif aussi. Est-ce qu'il y avait moins de violence homophobe avant? Je ne crois pas. Et puis on ne sait pas, en fait, parce qu'il n'y a pas de stats. Donc, il y a tout ça. Hein? Si, en fait, justement, il y a le psychologue qui est ici à Sciences Po Bordeaux, Vincent Tigret, qui a fait une sorte d'analyse, et du coup, cherchait à voir si, enfin, lui, du coup, il cherchait à voir l'évolution de l'humain en France depuis plusieurs années. En fait, lui, ce qu'il proposait, c'était d'opposer du coup sa recherche à l'idée reçue qu'on a aujourd'hui qu'il y a une quantisation de la France. En fait, ce qu'il explique, c'est que cette quantisation n'est pas vraie, parce qu'en fait, ce qu'on observe justement au contraire, c'est que au niveau notamment des questions des mœurs, ou même au niveau des questions économiques et sociales, justement, les Français sont plus à gauche, en fait, sont levés de plus à gauche sur ces questions-là. Et en fait, c'est plutôt du point de vue médiatique que l'on peut, par contre, voir faire attaquer une quantisation. Et en fait, c'est là où attention, en fait, c'est bien de relativiser ce que montrent les médias, en fait. En fait, il faut bien prendre en compte le fait qu'il y a la perception que l'on a de la société, et ensuite la réalité de la société. Et effectivement, en fait, il faut lutter contre cette perception qui est donnée par les médias constamment. Et oui, on ne peut pas non plus rester pessimiste, justement, observer que si, en réalité, les gens sont de plus en plus ouverts et sont de plus en plus solidaires dans la société. Juste en fait, il y a des acteurs qui aident, qui ont un intérêt à diriger la société, notamment pour des intérêts, soit des intérêts, voilà, des intérêts racistes ou des intérêts de classe, comme souvent ça va le faire. La bourgeoisie se fasciste de plus en plus. Et c'est dans son propre intérêt, justement, de diviser la classe prolétariat, justement, pour mieux lier. Et voilà, c'est important de prendre du recul et de constater. Donc, merci. Le sentiment que ça a illustré un petit peu. Mais souvent, c'est bizarre. Ça ne vient pas comme ça, c'est un petit peu souvent, mais c'est aussi de par les différentes discussions que j'ai eues, et puis je vais la citer, c'est quand même Sandrine Rousseau aussi qui tient beaucoup ses propos. Alors, je vous invite, si vous êtes curieuse quand même, de raconter cette dame, parce que franchement,
une journaliste tellement de violence contre elle, donc même tout ça, elle mérite une médaille. Et on peut ne pas être d'accord sur tout, encore une fois, mais parmi les personnes qui, les premières m'ont redonné un petit peu d'espoir avant Olivier. Il y a Sandrine Rousseau, peu importe le courant politique, c'est aussi de se dire, allez, venez, rejoignez-nous où vous voulez. Et c'est vraiment ça. Alors là, pour le coup, je vais parler à des jeunes que j'ai en face de moi. Il faut investir ces lieux-là. Alors peut-être que vous le faites déjà parce que vous êtes jeune communiste, mais moi, ça m'a toujours sidéré. Ici, on est dans une fac de sociaux, d'anthropologie, et ils sont où? Et moi, j'ai vécu les années PAX ici. Et je me demandais où ils étaient, les étudiants. Et je constate que presque 30 ans après, je me pose toujours les mêmes questions. Donc, parfois, la tête bien pleine ne peut pas la tête bien faite. Parfois. C'est un peu ça ma conclusion. Du coup, moi, je comprends que s'il y a des questions de vous, voilà. Ou de vos chambres. Hein. Ouais, vous échanges. Et donc, je vais commencer. Déjà, merci beaucoup pour ce débat, je pense que c'était très riche. Je voulais juste revenir par rapport au débat, les démarches que tu as fait, parce qu'on a un super actif, nous, le feu des jeunes communistes, avec les jeunes communistes qui débattent aussi. Et en fait, avant, on a aussi pas du tout pareil, c'est la JC locale qui a fait en sorte de dynamiser, de mettre en place une traille, et du coup, maintenant, institutionnaliser, et c'est la JC qui a lancé la traille, et qui fait qu'elle se tient et elle a bien lieu, et du coup, on se retrouve avec des actions LGBT qui peuvent nous défiler aux côtés. Il y a des drags sur des chars et on a lancé le pas forcément ça. Donc, je trouve que c'est aussi assez intéressant de voir comment on est on a peut-être un mouvement, un intérêt associatif qui est à mettre en solide parce que c'est violent. Quand on défend les droits de personnes, de minorités de genre, Minorisés. Et du coup, je trouvais assez intéressant en fait, aussi de voir un petit peu comment ça peut nous articuler dans notre sens et comment on peut vraiment s'entraider les uns les autres aussi et voir ça en effet comme une complémentarité qu'on a pu en parler. Et moi, je pense, personnel, je pense que les parties qu'on met en place dans la faille, évidemment, il ne faut pas que leur voix soit. Il ne faut pas prendre la place et faire en sorte de parler plus fort et plus haut les personnes concernées, parce que c'est pas le but. Mais c'est assez intéressant aussi pour emporter tous ensemble des projets de société et que les partis, les gauches, puissent porter les questions LGBT pour changer devant la table et dans les institutions, etc., pour faire se le voix, pour se battre, etc. On ne peut pas, je pense, important de Merci. Non, mais il y a toujours de toute façon le contre-exemple à tout ce qu'on vient de dire, etc. Puis, juste pour rebondir, à Bordeaux, en l'occurrence, on n'exclut pas les partis politiques le jour de la Pride. C'est juste qu'on ne les met pas en avant. Puis si les partis politiques veulent vraiment nous soutenir, on est toujours en galère de les soutenir le jour de la Pride. Tu sais, pour sécuriser les rues, par exemple. S'il y avait autant de bénévoles des partis politiques, tu te souviens, une des commissions LGBT, je ne citerai pas son nom parce que c'est quelqu'un qui est un peu formidable à côté, mais qui nous avait dit ah, j'adore la Pride, c'est tellement joyeux et coloré. Et en fait, je n'ai jamais vu de Pride. Et donc, peut-être que c'est pas assez joyeux et coloré du coup, pour venir. Alors, c'est pas méchant et c'est pas contre la personne parce que vraiment, je suis convaincue que c'est une personne très engagée. Je l'ai vu aussi dire des choses très fortes. Mais c'est aussi tous ces aspects-là que ce jour-là particulièrement, on pourrait attendre un peu des partis politiques et venir nous prêter main forte de manière physique, en fait, par exemple. Comme vous l'avez fait à Valenciennes en prenant le relais parce que le tissu associatif n'était pas suffisamment fort. Tu avais des questions? Ouais, j'avais deux remarques sur les points. La première, c'était sur la enseigne qui est partie. Et c'est parce qu'il avait introduit un peu en disant que c'était une erreur stratégique. Et la gauche ne s'entend pas assez des questions LGBT+. Et ça m'a gêné parce que pour moi, c'est une question stratégique. Enfin, le terme de stratégie dans ce contexte-là avait gêné parce que pour moi, c'est une question de quelle force on a, quelle force on est pour l'ensemble des sujets. Et je ne vois pas ça comme un choix stratégique pour dirait c'est plus opportuniste celui-là. Pour moi, c'est une question de répartition des forces pour aller brasser un maximum de sujets, mais vraiment, à mon sens,
pas de stratégie dans la partie équipe. Donc, le terme, en tout cas, de la minorité. Je dirais. Non, non, Mais non, mais tu vas cogiter, ça va te faire avancer. et d'autant que du coup, quand je regarde un petit peu dans l'histoire, la gauche a eu une influence forte, les émeutes justement, les premiers gros textes qui arrivent, c'est littéralement des textes super marxistes. En fait, une cause, le rapport de classe, une cause, le besoin d'aller tenir toutes les questions et toutes les personnes LGBT pour se battre ensemble. En fait, la politique a toujours été là. La question, c'est de trouver une place à notre juste équilibre population. Et pour moi, ça c'est lié, du coup, pour expliquer un peu ça. Pour moi, ce qui faisait un peu l'élément d'émergence, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu un investissement global de la gauche, et pendant du temps, il y a beaucoup moins d'actions possibles sur des thèmes qui nécessiteraient de la présence maximale, et qui parfois de conditions sont pas sûres. Néanmoins, pour répondre à la question plus directe, je vais poser une question sur la convergence des luttes que je suis évoquée. Et du coup, comment la mener au quotidien? J'avais regardé un petit peu le Fonds homosexuel, le Fonds homosexuel d'action révolutionnaire. Du coup, c'est l'un des, enfin, c'est pas forcément un des projets, mais c'est un des gros groupes qui se montre au début de la Pride en France. À ce moment-là, il y a un peu un clivage qui existe un peu partout sur est-ce que les homosexuels, au sens vraiment historique, qui servaient à désigner ensuite les personnes LGBTQ+, devaient entre guillemets, s'affirmer dans la société et être visibles ou pas. Il y avait vraiment un gros clivage sur la question de la visibilité que devait pas prendre le groupe et ses buts. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir l'exemple du Fonds homosexuel d'action révolutionnaire qui visait justement cette idée de convergence des luttes en disant bon, oui, il y a un ensemble de thèmes, on va faire notre travail sur les questions sectorielles quelque part dans les sections qui sont les nôtres, mais on va avoir cette perspective plus globale de convergence des luttes. Et du coup, quoi? Et du coup, La question. la question, c'est du coup comment assurer cette convergence des luttes définie par ce politique. J'ai 2 heures. Non, non, Il y a pas de puis vous, hein, il n'y a pas de faire 2 heures là-dessus. Non. D'abord, ces débats-là, ils existent encore aujourd'hui. Tu vois. Je veux dire, aujourd'hui encore, on est interpellés, nous, en tant qu'organisateurs, ou même moi, perso, individuellement, on me dit, mais qu'est-ce que t'as qu'à aller à Gaza, hein, je comprends ce là. Donc, comment on fait? Encore une fois, je vais te répondre, d'abord, on fait ce qu'on peut. Tu sais, c'est pas une réponse, faut vraiment l'intégrer aussi. Attention à ça aussi. On parle beaucoup de ça en ce moment dans nos milices. La pureté militante, elle existe. Donc ça, il faut le poser aussi là. Il faut vraiment qu'on se le dise à soi-même et à l'autre. La pureté militante, elle n'existe pas, mais je pense que la pureté politique, non. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un premier truc. Je vais me répéter peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est dans quelle société tu as envie de vivre? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est correct? Je ne sais pas comment on dit maintenant, de vivre dans une société où il y a des gens qui se font tuer pour ce qu'ils sont. Voilà. Moi, c'est mon fer de lance. Puis, tout à l'heure, je faisais référence à les origines occitanes. Et donc, il y a Simone Veil, la philosophe, qui en a parlé, la culture occitane. Puis, j'aime toujours remettre ces 2 mots-là dans les interventions, c'est la convivencio et le parage. Ce n'est pas simplement le partage et la convivialité qui serait une traduction littérale. En fait, c'est que vraiment, moi, à chaque fois que j'agis, puis je parlais de moi et puis la solution pour tout le monde, mais c'est de me dire, moi, ce que je déteste dans la vie et ce qui m'est insupportable, c'est les rapports de domination. Ça va être des relations de violence, quelles qu'elles soient. Parfois, moi-même, je le suis, hein. Je me déteste quand je fais ça, tu vois. Et après, je me dis comment je peux faire autrement. Donc, c'est tout ça, tu vois. Et donc, finalement, que ça se passe au Congo, par exemple, on nous dit que l'Ukraine n'était pas un pays très LGBT-friendly à la base. Mais maintenant, comme c'est devenu un pays victime de guerre, machin, voilà, alors moi, je pourrais dire, je m'en ai collé, ils ne nous ont pas défendus, voilà. Il faut se souvenir que quand la guerre a démarré en Ukraine, par exemple, tout le monde, enfin, beaucoup de gens pouvaient fuir, mais pas les personnes racisées. Et les personnes LGBT,
Alors, et alors quoi, du coup, je dis, bah, ils ont qu'à creuser, puis on en a rien à foutre de ce que fait Poutine là-bas, par exemple, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que la vie est précieuse. C'est ça que je me définis comme plutôt écologiste, dans le sens où j'ai un respect immense pour le vivant. Donc, c'est de là que part ma convergence des luttes. C'est que partout où on ne va pas respecter le vivant, selon ma propre définition, je vais dire, bah, je ne suis pas d'accord. Et du coup, voyons comment je peux t'aider pour que ça ne se reproduise plus ou comment moi-même, je peux éviter de reproduire des comportements. Donc, c'est à la fois, encore de l'individuel vers le collectif et inversement. Alors, il y a peut-être un théoricien qui. C'est vraiment ça. C'est un peu comme ça, tu vois. Et surtout, ne pas croire que c'est difficile. J'avais un prof de théâtre, tu sais, quand il disait, oui, il faut que tu sois une chaise, mais sans la chaise. Eh ben, je dis, mais c'est difficile. Il disait, bon, ben, on met tout là, c'est difficile, voilà. Et puis maintenant, tu fais. Et puis c'est juste ça, en fait. Tant qu'on est vivant, on peut faire des choses. Je peux juste finir par un témoignage que j'ai eu aujourd'hui en thérapie avec une dame qui a la maladie des os d'air. Et elle me disait, ben, moi, je pars du principe que quelle que soit ma vie, ben, je peux tirer des expériences, puis tant que je peux agir, j'agis. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est que tant que tu peux agir, agis. Puis peut-être tu vas te tromper, ben, c'est pas grave, il y aura quelqu'un pour dire, regarde, voyons comment on peut faire différemment. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais ouais, non, ça. Sur la première agence d'élite, il y a la question de l'élargissement. On parlait partie association, mais il y a aussi d'autres forces qui existent. Les syndicats, quoi. Je pense pas. Si on prend le cas de l'appel mené par l'intersyndicale SAMU, je pense qu'il a participé, nous en avons parlé il y a dans notre cadre avec le MIC, a participé sans doute aussi à ce qui est davantage de monde. Je sais que certains syndicats sont aussi engagés dans les luttes pour les droits LGBTQ+, et comment voilà, on arrive aussi à échanger les uns et les autres, et surtout à prendre le point de vue des personnes directement concernées. On peut surtout te remercier pour ton intervention. On peut un peu replacer des choses, en disant que la société elle évolue dans le sens, et puis c'est les médias qui se quantifient. Ça me fait passer, on n'a pas parlé d'un élément essentiel. Qu'est-ce qui fracture la société aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que samedi matin, à l'hôtel de ville, deux jeunes hommes ou deux jeunes femmes se sont mariés? Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que peut-être dans quelques mois, deux jeunes femmes auront un PMA, un bébé qui va arriver, ou que les deux jeunes hommes seront rentrés dans un parcours d'adoption? Je ne pense pas. Par contre, qu'est-ce qui fracture la société? Et c'est les reculs. Le recul des services publics, c'est le recul de l'aménagement du territoire, c'est le recul de l'emploi. Et là, je prends souvent cet exemple. En juin dernier, entre au moment de la campagne des législatives, il y a eu plein de pages du journal Sud-Ouest, reportage à Le Baillet. Vous regardez les photos, puis des légende montraient deux jeunes hommes, les gens précisaient qu'ils étaient en couple, et là, ils étaient présents sur le marché, à Le Baillet, ou je ne sais plus. La première réflexion que je me suis fait, c'est ah, mais pour militants LGBT de Blaye, ça pourrait être évident pour eux. J'ai lu l'article. En fait, ce couple-là, il témoignait qu'en fait, s'il était sur le marché, s'il tracté pour la députée RN pour sa réélection, tracté pour le rassemblement. Qu'est-ce qui emportait leur engagement politique? C'est le sentiment de déclassement. Il n'y a que l'emploi qui est sur la métropole. Que pour aller sur la métropole, c'est la galère dans les transports. Et qu'à la ville, il y a peut-être un regard méprisant de ce qui se passe en milieu plus rural. Donc voilà, il y a aussi le rôle de la gauche, c'est d'apporter des réponses à ça. Le service public qui recule, à cet aménagement du territoire, aux questions d'emploi, aux questions de transport. Et ces deux personnes-là, exprimer ce ras-le-bol, c'est souvent des questions par le militantisme auprès du culturel, comme d'autres l'ont exprimé d'une autre façon il y a quelques années pour le mouvement des Gilets jaunes qui était très fort à Bordeaux. Donc il faut aussi donner des réponses politiques là-dessus en termes de services publics, de d'échange des richesses pour qu'ils bénéficient aussi au plus grand nombre et à l'intérêt général. Donc, merci à vous, Hubert, pour cette intervention. Et puis ces échanges qui sont très constructifs. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur moi parce qu'on a déjà débordé pas mal sur le temps. Mais je suis plutôt politisé, mais
pas vraiment l'intention de me faire encarter par un parti, plutôt une sensibilité de gauche, plutôt socialiste, mais aujourd'hui, je ne peux pas me faire encarter avec ce qui se passe. Et je ne sais pas, il y a peut-être un truc qui sera complètement hors contexte et j'en suis désolé. Voilà, moi, quand j'entends ce qui se passe dire la lutte pour les droits des communautés, c'est la gauche, c'est très important, et c'est vrai. Et la lutte contre l'extrême droite, c'est vrai aussi, c'est important. L'hyper-centralisation des médias avec Bolloré, c'est très dangereux. Mais comment faire quand le message se brouille, entre guillemets, parce que je n'aime pas ramener une personne à sa communauté ou quoi, mais quand le message se brouille, il suffit de prendre son sac à dos et d'aller outre-Rhin et de voir qu'il y a l'AFD aujourd'hui avec Alice Weidel qui porte les mêmes thèmes xénophobes, racistes, etc., mais qui dit ouvertement je suis lesbienne, quoi. Et ça brouille profondément le message outre-Rhin. Et voilà comment, entre guillemets, lutter contre ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas de remède miracle aujourd'hui, mais voilà, ça brouille le message public et ça empêche de faire une société comme ce qui a été développé à cette conférence. Je ne sais pas qui peut me répondre là-dessus. Je ne sais même pas si ça va une réponse ensuite, mais c'est gentil. Bah, bien sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Parce que voilà, moi j'ai pour habitude en tant que féministe, jamais dire du mal des femmes quelles qu'elles soient, mais il y en a quand même quelques-unes. Ouais, bah, c'est ça. Mais je me suis dans d'autres espaces. Enfin, alors, j'ai moi-même vu Monica Benichou, Marianne n'est pas médicale, qui dit être LGBT, ça ne préserve pas d'être. Je trouve que c'est un bon postulat de. Voilà, c'est comme ça. Et comme quoi, en fait, bah, c'est pas. C'est aussi une réponse. Ça veut dire que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, en fait, ça définit rien d'autre que son orientation sexuelle et son identité de genre. Donc, ça veut dire n'ayez pas peur, en gros, parce que, tu vois, on peut être raciste, on peut être machin aussi, tu vois, ça, on pourrait presque en faire un porte-drapeau en disant, bah, regardez, finalement, pourquoi vous nous attaquez, vous en avez aussi chez vous. Tu sais, on peut citer, comment ça s'appelle, la Tanguy, là, voilà, l'autre aussi, là, enfin, il y en a plein, tu vois. Mais je rejoins un peu ce que dit Olivier, quoi, c'est qu'à un moment donné, finalement, je crois qu'on a parlé que d'une chose. Désolée, mais on a parlé de c'est quoi qui fait société, en fait. Tu vois, c'est qu'en fait, il y a peu de gens, je pense, sur Terre qui spontanément détestent les hommes. Vraiment. Enfin, il y en a. Oui, bien sûr. Et vraiment, voilà, il y a peu de gens qui détestent les personnes trans, alors que ça questionne, que ça interpelle, et que voilà, bon, ça se fait. Et je pense sincèrement que c'est ça. En fait, c'est juste un prétexte. Oui. C'est juste que tout à coup, à un moment donné, puis d'ailleurs, c'est la nouvelle rhétorique en fait, des partis réels en France en tout cas. C'est-à-dire que bah, typiquement, la banderole qu'on a fait, à laquelle on a eu droit en 2022, c'est Stop lobby LGBT, protégeons nos enfants. Et donc, quand tu discutes, alors non, on discute pas, c'est au processus là. J'avais très envie de discuter. En fait, il disait, mais nous, on n'est pas homophobes, tu vois. Alors, on comprend plus rien là, parce que bah, tu as des homos qui sont racistes et puis tu as des racistes qui ne sont pas homophobes. Alors, c'est trop le bazar. Bon, moi, je pars du principe que ça dépend. D'abord, tant qu'on joue sur la peur, on ne s'occupe pas du cœur. Tu sais, ça va faire un petit peu joli mon propos, mais ça, c'est la culture occitane aussi. Côté troubadour, là, tu vois. C'est que vraiment, si on se posait la question de est-ce que tu as envie de manger à table, tu sais, moi, je suis petite fille de républicain espagnol, en plus, je suis nulle, ces trucs-là, tu vois. Mais vraiment, j'ai vécu en Espagne aussi, et puis en Espagne, ben, tu as les cachos, tu as les. Il y a partout, et il y aura tout le temps des gens qui vont être en opposition, qui vont être dans la violence, qui vont être dans tout ça. Mais vraiment, moi, c'est juste, qu'est-ce que ça t'enlève? Et comment on fait société ensemble et comment on s'assoit
Qu'est-ce qu'on fait de cette meuf-là? On la met au pilori, du coup, ou du coup, tu sais, on la laisse pour ce qu'elle est, puis nous, on est entre nous, on fait une société, on réfléchit à bâtir un modèle plus large, et puis, plus on leur laisse d'espace, et plus on en. Ça aussi, il ne faut jamais l'oublier. L'exemple que je donne, puis je ne vais pas répondre complètement à ta question, parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas une réponse unique. C'est juste, le truc qui m'est venu, moi, c'est de me dire, il y a une chanson que tu détestes, et c'est la seule qui passe à la radio, et ben à la fin de la journée, je te jure, tu la chantes. Eh ben, mettons notre chanson à la radio. Occupons l'espace, proposons de la diversité, etc., etc. Et puis finalement, tu sais, mais soyons plus malins que le malin, on va dire. Faisons-le comme ça, tiens, bah, passe ta chanson, passe la tienne, passe la mienne, machin. Et puis au bout d'un moment, il y a des gens qui vont chantonner la nôtre, parce que comme on le sait maintenant, grâce à notre ami, c'est que la majorité des gens ne sont pas dans le registre. Et en fait, on vit ensemble. Merci. Et en plus, bien pour Alice Weidel, là, il y a une contradiction qu'on a besoin de dépasser et pour avancer, pour comprendre et pour militer. Je veux dire, c'est quelque chose qui, on va dire, quand on est communiste, on parle immédiatement en se disant que la majorité des gens, ils veulent tellement pour l'intérêt de classe, que pourtant ils votent toujours à droite. Alors, on a un boulevard devant nous, sans faire politique. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Vraiment désolé, gâcher l'ambiance. Je veux dire, il y a des sujets qui sont revenus, notamment sur la société, sur qu'est-ce qui fracture la société. Et ça avait été un petit peu dit, mais je pense qu'on n'était pas allé au bout. Parce que qu'est-ce qui fracture vraiment la société? Ce sont les rapports de domination. Et ça explique en particulier pourquoi il y a Israël, pourquoi il y a ces deux homos à Platon et Blaye qui ont traqué le Rassemblement national. Pourquoi en fait des gens qui se sentent méprisés, déclassés, auraient intérêt à adhérer à un programme de gauche, adhèrent à un programme d'extrême droite, réactionnaire, et pourquoi ces gens-là considèrent que le plus bas accorder de nouveaux droits, ça leur enlève quelque chose. Parce que d'une certaine manière, symboliquement, oui, ça leur enlève quelque chose. Ce que ça leur enlève, c'est la confiance que leur apporte ce rapport de domination. Il y a un sociologue qui a tenté d'expliquer récemment la logique du vote RN chez des personnes qui finalement, voilà, on ne comprend pas bien pourquoi en fait ces personnes-là vont voter RN. Et en fait, l'explication qui avait été donnée, c'était de dire que même quand on n'est pas très élevé dans l'échelle sociale, qu'on se sent méprisé, déclassé, etc., le fait d'avoir quelqu'un, une forme de bouc émissaire à mettre en dessous de soi, ça rassure tellement qu'on a envie, quelque part, plutôt que de croire à un projet d'émancipation et de progrès social, de se dire bon, ça c'est pas possible, ça c'est des fataises, ça c'est une utopie, de se dire au moins il y a quelque chose qui me rassure, c'est que la gauche ne peut pas tenir ses promesses, par contre l'extrême droite pourra tenir sa promesse de me mettre au-dessus d'autres personnes à qui faire violence et à qui on peut mépriser. Voilà. Et bon, c'est un peu pessimiste, mais je ne vois pas exactement comment on peut changer ça radicalement, en tout cas dans C'est pas possible du tout, ce sont des réalités. On n'a pas nié dans nos propos, je pense pas à ça, mais c'est juste ça, c'est qu'il faut amener un petit peu des choses assez. Enfin, on pourra en reparler dans d'autres occasions peut-être, mais ça n'est pas pessimiste, ce sont des réalités. Et c'est ce qu'on propose en lutte, justement, d'expliquer à ces gens-là que les rapports de domination, ce que j'évoquais en parlant de la culture d'origine, en Occitanie, dans celle à laquelle je fantasme, hein, mais en tout cas, le convivent sur le barrage, un des éléments, c'est pas de rapport de domination. Donc, si on arrive à ce stade-là, on va dire à ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les personnes même qui adhèrent à cette violence, etc., mais qui sont
à la fois bourreau et victime, sont attachés à leur rôle de bourreau quelque part. C'est ça le problème. Oui, mais le triangle machin, la victime, bourreau et puis le troisième, c'est le prédateur. On peut s'en sortir et on peut sortir des gens, ça d'un point de vue psychologique, c'est possible aussi. Donc si c'est possible à l'échelle individuelle, ça va prendre plus de temps, mais ça peut être possible au niveau sociétal aussi. Mais il faut prendre en compte ces enjeux-là, là je te rejoins. Hein. C'est facile d'en parler, après il y a la réalité, il y a le quotidien, etc. Mais j'entends. Même qu'on peut dire des personnes racisées, quand elles règlent un peu, c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'on a des questions à niveau. Mais donc, voilà, je voulais du coup qu'on remercie parce qu'on a eu des super intervenants, voilà, on peut les applaudir. Maintenant, si vous voulez, nous, on a du matériel, on a notre journal pour vous service de prix, après on vend des badges, etc. On leur sur la table, je sais pas. Ouais,